Bonjour à tous, bienvenue sur le Hormescast numéro 4. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de marque, mon très cher Salut. ami Nathan de Kiritou Strange. Donc, Le je te deuxième. laisse te présenter, chef. Ouais, le deuxième, ouais, effectivement. Alors, du coup, je m'appelle Nathan, je suis fondateur et coach chez Kiritsu depuis maintenant 2 ans. Bah, c'est moi qui l'ai créé, donc normal. Et du coup, je pratique la musculation depuis bientôt 10 ans et la FA depuis début 2019, donc bientôt 6 ans. Voilà, que dire de plus? Bon, on peut dire qu'il a une street cred, finalement. Un vrai OG. Exactement. Du coup, voilà, donc en gros, Nathan propose du coaching. Vous avez déjà vu son associé, du coup, sur le premier épisode du Hermescast. Donc voilà, toutes les informations sur leur coaching seront en description, bien évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à les contacter si la prestance de ce monsieur vous a plu lors de ce La barbe, podcast. c'est C'est la ça. barbe. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques qui vont être liées à la programmation en général parce que quand on a un invité comme Nathan qui a beaucoup d'expérience, je trouve ça intéressant de parler entre guillemets des fondamentaux de la programmation. D'une part, pour que vous, en tant qu'athlète, vous compreniez à peu près quels sont les choix cohérents à faire lors de votre programmation si vous vous programmez tout seul, ou même comprendre pourquoi votre coach a pu faire tel ou tel choix lors de votre programmation. Donc, Exactement. je propose qu'on rentre dans le vif du sujet en abordant directement le premier thème, qui vont être du coup les exercices accessoires. Donc, moi, ma question, Nathan, si je te laisse introduire, c'est quels exercices accessoires tu aimes programmer par groupe musculaire, en me donnant une petite explication de pourquoi. Tu Et veux, tu veux parler de quel groupe musculaire tu veux faire bah, par exemple, tu sais, genre le dos. Moi, déjà, ça va dépendre de. Par groupe musculaire, j'aurai mes basiques, mais déjà, Ouais. tous mes athlètes n'auront pas forcément tous les mêmes accessoires. J'aurai quand même mon panel d'exercices accessoires que je vais utiliser pour quasi tous, en fait. Et ce qui va changer, c'est le volume d'entraînement qu'il va y avoir sur tel exercice accessoire, l'organisation dans la semaine, dans la séance, en fonction de. Je donne un exemple. Je vais mettre si mon athlète, s'il a plus de dorsaux que de trapèze, je vais faire commencer sa séance par un exercice trapèze plutôt qu'un exercice dorsaux pour qu'il ait plus d'énergie sur cet exercice-là, par exemple. Si on devait donner pour le bas du corps déjà, pour les quads, j'aurais tendance à partir sur un quad press, c'est-à-dire une presse à cuisse avec les pieds relativement très bas sur la presse. Ouais, En allant j'appelle chercher Sissi Leg Press, moi. voilà, par exemple, un Ouais. système leg press. En gros, le but, c'est d'aller chercher les pieds les plus bas possibles sur la presse, encore sans en essayant d'aller maximiser la flexion de genou, quitte à ce que les talons se lèvent, c'est pas très grave. Et voilà, tout simplement pour bousiller les quads, quoi. Donc Ouais. concrètement, je vois pas comment l'expliquer plus. C'est pour moi un des meilleurs exercices parce que il n'y a pas de stress appliqué sur le haut du corps, comme sur un hack squat ou comme sur une Smith Machine, un BSS, des choses comme ça. Et le seul facteur limitant, ça va être est-ce que tu es suffisamment fort ou pas? Mm. Aussi simple que ça. C'est un exercice sur lequel on va quand même pouvoir charger relativement lourd. L'exercice à forte tension d'étirement. Et sinon, pour l'exercice à forte tension de contraction, j'aurais tendance à mettre un leg extension classique. Voilà, c'est les deux Ok. basiques que j'aurais tendance à mettre. Et typiquement, quand du coup tu prog un CC Leg Press, du coup ton but premier, ça va être uniquement hypertrophier la zone ciblée, Ça ou alors dépend. ça va être ouais, Général... comment tu programmes une assistance si on part d'un point de vue vraiment individualisation. Genre cette assistance, pourquoi et donc les Déjà, c'est des exercices quad, je crois que c'est des exercices que j'aurais le moins tendance à mettre dans une prog, comme les exercices pec, parce que c'est déjà énormément recruté sur le squat, sur le bench, etc. Donc j'aurais tendance à l'utiliser par parcimonie, vraiment sur des athlètes qui ont des prédominances sur la chaîne postérieure, Mhm. pour essayer de recalibrer tout ça, même si forcément, si un athlète il a une prédominance, il l'aura toujours. Le but, c'est juste d'essayer de limiter l'écart entre les deux faces. Moi, j'ai tendance à essayer de mettre un maximum d'accent sur l'intensité plutôt que sur le volume d'entraînement. C'est-à-dire vraiment rester sur 2-3 séries maximum. Après, ça dépend bien sûr ce qu'a besoin l'athlète. Ça dépend aussi si l'athlète, au début, il a une, comment dire, une
une bonne capacité, pas capacité de travail, mais je veux dire, il y a une bonne résistance au niveau de ses genoux, parce que pour encaisser un Sicile Express, il faut déjà être relativement résilient à ce niveau-là. Donc j'aurais tendance, si l'athlète il a l'habitude déjà d'aller sur des grosses amplitudes au niveau de la flexion de genou, à y aller directement et limite commencer par 1 à 2 séries avec une très grosse intensité compensée par du leg extension, ou tout simplement commencer avec le nombre de séries que je voulais de base et juste mettre une intensité un petit peu moindre, le temps que l'athlète en fait construise en fait cette capacité de travail là. Voilà, j'aurais tendance à le mettre sur les séances secondaires post-squat pour laisser quand même pas mal d'écart avec le squat primaire ou avec le squat ternaire, peu importe. Simplement pour pas qu'il soit trop impacté là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et en termes de nombre de répétitions, ça va dépendre encore une fois. Bon, là, j'ai parlé d'intensité. Pour des athlètes qui ont encore une fois une résilience au niveau des genoux, on n'est pas sûr de où ils en sont, ou alors ils ont une résilience assez faible. J'aurais tendance justement à augmenter le nombre de répétitions pour limiter la charge mise sur l'articulation. Et l'intensité sera relativement la même, donc la même tension mécanique, mais à la fois il y aura moins de charge, donc moins de stress articulaire. En vrai, ça dépend vraiment. Je peux très bien partir sur du 5 à 10 répétitions sur 2 séries, comme je peux partir sur du 12 à 20 répétitions sur les premières semaines, histoire d'adapter, quoi. L'individualisation se fait, effectivement, au niveau de la programmation de l'exercice, mais sinon, l'exercice, tu as plutôt facilité à le programmer. Moi, ma question, c'était, tu reçois un nouvel athlète ou même un débutant. Du coup, tu vas te baser sur visuellement ce que tu vois au niveau de ses proportions musculaires, ou alors, quand tu fais une faiblesse, c'est aussi au niveau de ses performances? Pas forcément au niveau des performances, parce que généralement, surtout pour un débutant, c'est juste techniquement où c'est à chier. Donc il faut revoir ça avant de vraiment pouvoir déterminer si est-ce que le point faible musculaire affecte ses performances sur son squat ou sur son terre, etc. Mais déjà visuellement ça se voit. Pour un gros débutant, on va pas se prendre la tête, honnêtement. Je vais mettre des accessoires un petit peu sur toutes les parties du corps. En commençant du coup comme s'il avait très peu de résilience sur chaque articulation. Je pars du principe qu'il est plus faible, on va dire, en termes articulaires que ce qu'il est vraiment, pour éviter que en fait il se flingue sur les 2 premières semaines du coaching, tu vois. Donc j'aurais tendance à démarrer peut-être avec plus de répétitions ou moins d'intensité, et au fur et à mesure augmenter l'intensité, et après arriver à la baseline que j'ai envie. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et du coup partir pour un débutant, surtout parce qu'il y a beaucoup de débutants qui ont une masse musculaire qui est relativement faible, et du coup pour vraiment distinguer un point faible, un point fort, c'est quasi impossible en fait, à moins que l'athlète soit vraiment très sec. Ce qui est bien avec les cuisses, c'est que c'est l'endroit où visuellement ça se voit le plus si l'athlète a de la masse ou pas. Et généralement, c'est pour ça que j'ai dit je programme assez peu d'exercices quad, hormis du leg extension et même du quad press. C'est vraiment quelque chose que je mets par parcimonie, parce que la plupart des athlètes, quand ils te contactent pour faire du powerlifting, c'est des athlètes qu'ils aiment forcer de base sur du squat, sur des exercices comme ça. Donc, ils ont déjà, la plupart du temps, des quads quand même assez bien développés. Et je ressens pas forcément le besoin de les bousiller sur ça, en plus que le squat, quoi. D'accord. Voilà, donc, je sais pas si ça répond à la question. D'accord. Moi, j'ai cette vision déjà de l'assistance jambe qui va d'un côté avoir par moment un but de préhab, ou même un but, comment dire, un objectif de gain de mobilité. Typiquement, j'aime bien programmer du split squat, je sais pas, la Smith Machine, pour être stable, en allant chercher vraiment des grosses amplitudes, tu vois, pour bosser vraiment au niveau des ouvertures d'hanches, etc. Ouais, moi, j'ai des athlètes qui ont des petits comment dire, pépins au niveau de l'extension de hanches, donc psoas, adducteurs, etc. Donc j'ai tendance en fait à leur mettre des split squats amplitude complète, justement pour les forcer à aller dans cette amplitude-là, sur des charges au début relativement légères, après progressivement réaugmenter. En fait, les douleurs disparaissent assez rapidement. Ok, donc sur ça. Sinon, il y a aussi cet aspect, comment dire, j'ai envie de te mettre une 3e fréquence au squat, mais je ne suis pas sûr que tu vas l'encaisser. Du coup, je te mets, comment dire, un pattern qui rejoint cette fréquence pour transitionner, en fait. Typiquement, je commence à 2 squats avec la personne, et sans forcément de grosses assistances au niveau des jambes, peut-être un petit renfort au leg extension. Et du coup, je veux tester cette 3e fréquence sans pour autant griller l'étape de passer directement, quitte à perdre un bloc entre guillemets sur le mouvement. Pas forcément. Donc j'ai tendance moi, j'aurais tendance à le faire, moi, tu vois. Ouais. J'aurais tendance à le faire plutôt sur du bench, comme c'est un mouvement qui est très musculaire. Mettre un chest press très lourd, ou un développé couche haltère, ou des choses comme ça, même si c'est très peu spécifique musculairement. En fait, le bench, c'est très très peu nerveux. Justement, ouais.
Donc, c'est quelque chose sur lequel les exercices accessoires ont tendance à beaucoup mieux se transférer, je trouve, sur le mouvement. Contrairement au squat, où en fait, je préfère mettre un squat très, 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 très léger, tu vois. Genre, Ouais. je lui mets un high bar à 50%, juste histoire qu'il travaille un petit peu son pattern, parce que je trouve qu'il y a très peu d'exercices qui vraiment ressemblent à un squat. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais moi, c'est plus au niveau structurel. Est-ce que c'est justement, est-ce que ces genoux vont encaisser, est-ce que ces hanches vont encaisser? Et du coup, par exemple, de mettre un 6 leg press full Ouais. ROM, tu vois, où il va vraiment chercher une grosse amplitude et donc du stress sur ces zones-là, ça me donne un peu un indicateur de est-ce qu'il serait capable d'encaisser un squat ternaire, tu vois, même très léger. Parce que moi, j'ai déjà fait l'expérience sur moi-même, tu vois, à passer sur un troisième squat. C'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Mais la dernière fois que j'avais expérimenté ça, le squat ternaire était très léger. C'était un ramp-up vraiment voilà, en sub-max. Et je l'avais pas du tout encaissé. Ça m'avait vraiment flingué un bloc, tu vois. Et je pense que justement, avoir mis du coup une petite transition avant de mettre ce squat, ça aurait pu m'apprendre un petit peu. Donc moi, j'aime bien justement programmer aussi les assistances bas du corps dans cet objectif-là. Mais tu Pareil l'avais pour programmé comment, ton ternaire? bah, le ramp-up en montée Entre, en. entre ton secondaire et ton primaire ou après ton primaire C'était, bah, je fais toujours un jour de repos entre chaque squat, donc c'était en fin de semaine après mon primaire avec un jour de repos. Mais mon primaire était pas très impactant. C'était pas un gros bloc, donc en vrai c'était juste la troisième fréquence à ce moment T. Du coup je disais c'est un peu la même logique, tu vois, que de passer d'un seul deadlift par semaine à un deadlift et un RDL. Pour moi, c'est Ouais. cette transition où bah, le stress ne sera pas autant extrême que mettre un secondaire ou un ternaire, tu vois. Et ça te donne un indicateur de là où l'athlète, sa capacité de travail est au moment T et de savoir ce que tu peux faire en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est comme je te dis, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise sur le squat. Moi, pareil pour le deadlift. Pour moi, le RDL, je considère ça comme un deadlift. Tu vois, je considère pas ça comme un accessoire ou comme un mouvement de Oui, transition. pareil. Ah, ok, ouais. Il y a des athlètes très avancés chez qui je vais leur mettre un RDL sur le secondaire. Et à la rigueur, tout ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre peut-être un top 7 c'est pas vraiment un top 7, mais je veux dire une série pour pas les désentraîner avant en comp, tu En vois, comp, que ce ouais. soit un sumo ou un tradi, et après les faire bosser sur un RDL, tu vois. Ouais, je fais un petit peu la même chose quand je le prog en accessoire en tout Mm. cas. Mais ouais, ok, ça marche. Bah du coup, ça c'est pour le bas du corps. Donc si on récapitule, 6 leg press, un petit leg extension. Est-ce que tu prog un petit peu tout ce qui va être chaîne post, Ouais, hip ouais, ouais. thrust C'est ce que je programmerai le plus. Je mettrai tout le temps un leg curl assis. Ouais. Parce que le biceps femoral, il est délaissé de ouf. Même si c'est pas Ah, je forcément suis pas ça fan, moi. qui va. Ah ouais? Je suis pas fan du leg curl assis. Franchement, Un le leg curl placement en allongé? fait, pour moi, pour même le leg curl allongé, bah, en fait, le leg curl allongé hyper lordose. Le mec tombe comme Ouais. de fou et il met des tensions. Et l'assis, le problème, c'est qu'il faut vraiment être comment dire, avancé en musculation pour savoir se positionner, tu vois. La Ouais, mais plupart des gens se positionnent très mal sur le leg curl assis, je trouve. bah, les gens, ils s'assoient de manière passive, en fait. C'est ça le problème. Ouais, c'est Alors ça. que tu es censé être. Tu utilises tes bras tendus vraiment pour te bloquer en position. C'est ça. Et c'est pour ça, moi, en fait, quand je commence avec un athlète, tu vois, moi, tous mes athlètes, enfin, la plupart de mes athlètes, ils m'envoient leurs accessoires, tu vois. Moi Donc, en aussi, je fait, demande, mais pas tout. pas tous non plus, hein, je te rassure. Mais du coup, voilà, à chaque fois au début, je fais vraiment un gros point là-dessus. Et en fait, très rapidement, des fois, je leur dis juste, bah, recule ton siège. Enfin, sur le Laker Assist, c'est ta possibilité de régler le siège en arrière ou Ouais. avance. Des fois, je leur dis, bah, recule juste de un cran ou deux, parce qu'en fait, ils sont trop en avant, du coup, par rapport à l'axe de rotation de la machine. Et du coup, c'est Et pas du coup, aligné ils avec le ont. genou. Et en fait, Ouais. ils me disent, bah, en fait, je mets 20 kilos de plus d'un coup, c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc, je Ouais. pense que je préfère, je suis pas forcément. Moi, j'aime bien limite, si on perd un peu de temps, me dire, OK, bah, je vais lui mettre sur un lecteur assis, même si je sais qu'il n'arrive pas à se placer, on va essayer de le faire. Si je vois vraiment qu'il a beaucoup de mal à se placer, bah, je mettrai autre chose. Mais en fait, j'aurais toujours tendance à mettre un mouvement intention-contraction, un mouvement intention-étirement, tu vois. Vu qu'on est Ouais. sur du full étirement chaîne post sur tous les mouvements en FA, je me dis un mouvement de tension de contraction qui influe pas tant que ça en termes de fatigue, parce que la plupart du temps, les mouvements intention contraction, ils influent pas tant que ça. Surtout les mouvements d'isolation comme le leg curl. Pas. Voilà, Ok. j'en mets quasiment tout le temps, tu vois. Ok, ça marche. Et Ça les marche. curls allongés, je suis pas fan du tout. Je trouve que impossible de forcer dans cette position-là. Moi, j'y arrive pas. Et
je mets pas un athlète, ce que moi, j'arrive pas à faire, tu vois. Moi, j'aime bien justement pour remplacer la machine de faire par exemple un RDL avec un gros tempo en excentrique pour du coup limiter la charge. Genre par exemple un tempo 4-0-0, tu vois, Ouais. aux haltères par exemple. Et en fait, bah, du coup, ça te permet d'avoir un exercice à forte tension d'étirement, du coup, sans pour autant surcharger l'exercice tout le temps parce que t'as la limitation en fait avec le tempo. Donc moi, j'aime bien faire ça par exemple. Et c'est vrai que j'ai rarement des leg curls parce que les leg curls justement, à part si l'athlète est très assidu, qui t'envoie son assistance et qui se laisse aussi coacher sur la position, etc. La plupart du temps, en fait, ça va être un exercice qui va être vite délaissé, j'ai l'impression. Ouais, après, Moi, ça ça m'est arrivé serait. plusieurs fois que le mec, il est un leg curl pendant 3-4 blocs. Mais en fait, au bout d'un moment, je lui dis pourquoi tu me remplis pas la charge ou pourquoi la charge ne progresse pas. Ah bah j'ai arrêté de le faire, tu vois. J'ai arrêté il y a 2 blocs. Tu sais, Ouais, mais le mec voilà. en fait a skippé l'assistance juste parce Ouais, mais qu'il est moi, à je gauche. pars du principe que l'athlète est responsable de sa progression. S'il a pas envie de Oui, faire non, son je suis lecteur d'accord. assis, que je vais mettre un hip thrust ou que je vais mettre un RDL ou quoi que ce soit, s'il a pas envie de le faire, bah, il le fera pas, tu vois. Je pense pas que ce Je suis soit le d'accord. problème du leg curl, je pense que c'est le problème de. C'est un flemmard, tu vois. Je te mets un truc pour contribuer à ta progression. Oui, il y a une part d'adhésion, et si tu me dis que juste que tu n'aimes pas l'exercice, je te le change. Par Mm. contre, si tu me le dis pas et que tu le fais pas, bah, j'y peux rien pour toi, tu vois. Mais C'est. je pense qu'il y a trop d'athlètes qui pensent que en fait c'est l'armée, genre si on vous met un truc, on le changera jamais. C'est Non, notre si tu vision. me dis C'est que pas t'aimes comme pas ça que ça ça, marche. je te demande pourquoi tu l'aimes pas. Est-ce que c'est parce que tu te sens mal dessus? Est-ce que juste parce que t'aimes pas l'exercice? Est-ce que parce qu'il y a trop de monde à cette heure-là sur l'exercice? Ouais. Si t'aimes pas l'exercice, tu me le dis, on change. Un Il y a des compromis. exercices sur lesquels il y a très peu de marge de variation de mouvement, tu vois. Mais il y en a d'autres. T'aimes pas le DOP couché halter, j'ai 25 millions d'exercices différents à te mettre. T'aimes pas le RDL, j'ai 25 millions d'exercices autres à te mettre, tu vois. Mm. T'aimes pas le CC Leg Press, j'ai 25 millions de choses à te mettre, tu vois. Mm. Bon, Forcément, c'est ce rare sera de pas le pas plus. aimer le Non, Sicily mais Express. forcément, ce sera pas le plus optimal, mais entre adhésion optimale, entre le faire ou pas le faire, le choix est vite fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Donc on a fait un peu le tour pour le bas du corps. Du coup, tu m'as pas répondu au niveau ce qui va être hip thrust ou je sais pas Et machine ça, c'est à un peu à chier adducteur. comme exercice, je trouve. Ouais. Même si j'ai des athlètes chez qui ils en programment, c'est Ouais. surtout les femmes qui aiment bien, donc qui ont envie de performer dessus, tu vois. Je dis pas que c'est un exercice mauvais en soi. Je trouve que c'est un bon exercice quand j'ai des athlètes qui ont des douleurs au niveau de l'insertion proximale de l'ischio, tu vois. Ouais. Parce que ça permet vraiment d'aller chercher une grosse contraction là-dessus et du coup faire un gros afflux sanguin là-dessus. Et généralement, ça aide à dissiper les douleurs. Moi, ça m'a aidé aussi. Mm. Mais du coup, sur l'unilatéral ou sur une machine, pourquoi j'aime pas la barre? Parce que tu passes plus de temps à charger la barre qu'à faire l'exercice. Pour donner un exemple, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi. Le thrust, je le fais à 350 kg en série de 10, tu vois. Si je commence à me casser le cul à charger 350 kg, la plupart des barres ne peuvent pas l'encaisser. Et en plus, moi, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Donc, Mm. t'as une machine à disposition, ok. T'en as pas, bah, je mets autre chose, tu Ouais. vois. Et Pas. machine à disposition, on cherchait des bonnes amplitudes, un bon tempo sur la phase Ça. concentrique. Mais pour moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça sera un exercice soit pour du coup la jante féminine qui peut-être a envie de focaliser un petit peu plus le travail sur les fessiers, soit dans un objectif de réhab. Et moi, qui m'a énormément servi quand je me suis arraché, bah, du coup, je me suis déchiré au niveau de cette insertion-là. Franchement, sur le hip thrust, je serais pas revenu aussi vite. Donc, franchement, bon exercice sur ça. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui le transfèrent pour le squat, enfin pour un transfert sur le squat. Oh, je trouve ça se Honnêtement, transfère pas du ouais, tout. ouais, pour moi on n'est pas Sur dans le la squat, cohérence. les fessiers, ils interviennent pas en tension de contraction sur le squat. En fait, ils sont Exact. foulés tirés en bas. Ça va servir à rien en fait. Tu vois, Ouais, je suis et puis tes d'accord. fessiers, ils sont, à mon sens, ils sont déjà largement recrutés sur ton squat, sur ton deadlift, sur tous ces exercices après même sur un CC leg press, même si la full flexion de genou, bah tes fessiers, ils interviennent quand même en fait. Donc Mm. que ce soit pour de la stabilité ou pour du renforcement pur. Et à la rigueur, moi, tu vois, si une athlète féminine me demande un exercice pour les fessiers, j'aurais tendance à leur mettre un kickback, mais bien Un kickback, ouais. exécuté, qui induira moins de fatigue et potentiellement bah, plus de gains, tu vois, plutôt qu'un hip thrust où tu vas mettre 25 minutes à faire ton exercice, tu vois. Mm. Moi, le trust, je le prog uniquement quand on me le demande vraiment, tu vois. Donc, Voilà, moi aussi, c'est ça. Tu vois, genre Violette, je lui ai mis un hip thrust parce que elle a commencé à 120, 130 kilos et bah, maintenant elle est à 200, 220 kilos en série, ouais, tu vois. cool. Et, ou alors, autre chose, si j'ai un athlète qui se blesse les mains, tu vois, et qui peut du coup plus faire de terre, j'ai l'exemple de Megan qui était en quatrième semaine de picking avant un mock meet.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre la main un petit peu sur les doigts, elle pouvait plus tenir la barre. Je lui ai dit, bah, sur son jour secondaire, je lui ai dit, bah, on n'a pas le choix, on doit accumuler du volume sur l'extension de hanche et un maximum d'intensité, bah, fais-moi un hip thrust, tu vois. J'ai pas le choix, tu vois, j'ai pas d'autre solution que de mettre Les ça. sangles. Elle pouvait pas, même avec les sangles, en fait. Même en sangle en 8? Non, elle pouvait pas, elle n'en avait pas, elle avait que Elle des n'avait sangles pas. classiques. Ok. Donc j'ai dit, bah, j'ai pas le choix, je te mets un hip thrust, tu vois. Ouais, c'est ingénieux, j'y aurais pas pensé. Voilà, Ok. juste pour bousiller la chaîne post, même si ça se transfère pas énormément, ça permet de garder du stress sur sur la zone. Ouais, ok. Et pour ceux Et même au qui. niveau du nerveux aussi, je te coupe, mais comment dire, il y a aussi un transfert nerveux. C'est un exercice qui, t'as un peu la tête qui tourne après avoir fait C'est l'exercice. ça. Enfin, c'est très nerveux, je trouve. Ouais, et puis tout simplement, tu mets beaucoup de charge, donc dans un sens, Ouais. ton corps il prend tarif aussi, tu vois. Et pour ceux qui font du kickback, essayez pas de cambrer sur un kickback. Amen, amen. Mettez le dos rond, bordel de merde. En fait, sinon, vous allez faire votre kickback pendant 3 semaines et au bout de la semaine 4, vous allez plus pouvoir incrémenter sans avoir de Ouais, et grosses douleurs. Donc, au lombaire, ouais. c'est Voilà. ça. Et en plus, vous recruterez pas de façon plus efficiente vos fessiers en cambrant. Donc, C'est exact. c'est moins sexy, mais en fait, comme si vous recevez un coup au ventre en crunch et voilà, on se concentre sur le fessier. Exact. Ok, ok, ok. Et moi, je trouve que pour le kickback, je trouve que ça peut être intéressant, un kickback bien latéral pour le recrutement je suis une merde d'anatomie, moyen fessier, je crois. Je suis pas du tout fan de faire des C'est, exercices pour le moyen fessier ou petit fessier. non, en préac. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour les athlètes qui ont du mal à, comment dire, à créer ce qu'on appelle plus communément un torque ou en tout cas une grosse tension sur la phase excentrique. J'aime bien faire de la préactivation juste pour comment dire, créer un peu comment dire, un meilleur schéma pour la mind Ouais. muscle connection, tu vois, et qui se sentent un peu plus stack sur leur descente. Et justement des exercices, une série unique en 20-30 répétitions pour bien, voilà, gros afflux sanguin. Je trouve que ça peut être intéressant justement pour cette sensation de stabilité en fait sur ton squat. Ouais. Donc voilà, je drop ça au passage, mais moi c'est un truc que j'aime plutôt, Non, moi je plutôt fais faire. pas du tout de préactivation. Je trouve. Ouais, ah ouais, moi j'en fais tout le temps. J'adore Non, ça. non, bah, moi, comme on en avait parlé dans un dernier podcast, quand on avait fait ensemble, nous en termes d'échauffement, c'est vraiment le minimum vital, tu vois. Principalement surtout du déverrouillage articulaire. Ouais. Je pars du principe que l'athlète sera toujours plus près en faisant du squat et en faisant plus de séries de squats qu'en faisant Oui. Après, je comprends le truc, tu vois, ça a du sens et ça marche tant mieux, tu vois. Mais moi, de mon côté, moi, les échauffements squat, si je vais en mettre à mon athlète, ce sera, bah, s'il a des problèmes articulaires, on va dire il se sent un peu raide au niveau haut du corps, je mettrai un tirage nuque relativement léger ou un overhead press nuque, comme on avait déjà parlé, très léger. Encore une fois, le but, c'est pas de se bousiller dessus, c'est juste d'aller déverrouiller articulairement cette zone-là. Et un dead bug, non pas un dead bug, un goblet squat, juste pour mimiquer et progressivement en fait réussir à appliquer le bracing sur quelque chose de très peu spécifique et progressivement aller vers du coup le squat. Ok. Moi, je suis d'accord. Bon, on va pas, voilà, c'est un autre sujet, l'échauffement, mais en tout Ouais, cas, ouais, ce bon, sera après, peut-être le sujet d'un autre podcast. chacun Ok, sa manière du de coup, faire. là, on a fait le bas du corps. Bon, les mollets, on les fait pas, hein, on est d'accord. En vrai, je ne les fais pas, mais j'ai tendance à mettre des extensions mollets pour les athlètes Pour qui manquent gagner en de flexion de torsification, cheville. ouais, Ouais, ok. c'est tout. Plutôt que passer 25 minutes à faire des tractages de cheville, je leur mets une extension mollet ou des flexions tibiales et ça va très vite en Ouais, fait. ouais, je suis d'accord. Mais sinon, c'est musculairement le mollet dans un but de gain d'hypertrophie. Bon, pas Pas d'intérêt franchement en extra, intéressant. tu vois. Et puis vous rentrerez plus dans vos SBD XXS. Donc, ok, donc c'est good pour le bas du corps. Ah non, au niveau des exercices de préhab pour les adducteurs, par exemple le Copenhagen, les choses comme ça, tu le prônes un peu? Je mets du Copenhagen Plank ou de l'adducteur machine. J'aurais Ouais, tendance à, pour mes athlètes qui font du sumo, à tout le temps, ou des squats très larges, à tout le temps avoir un renfort adducteur dans la semaine, ouais, que ce soit un adducteur machine. Je trouve que c'est là où on peut, bah, ça reste de la stabilité. Tu peux traquer, on va dire, ta progression beaucoup plus facilement qu'un Copenhagen Plank. Après, Copenhagen Plank, ce qui est bien, c'est que ça te permet de faire plusieurs choses en même temps. Comment dire? Gainage et tu le fais en adducteur. ISO? Ouais. Ouais.
très bien. Pas fan du Copenhagen Plank en dynamique, je trouve ça chier. Donc, Bah pour moi, justement, c'est le travail en ISO qui va être intéressant sur ce. Donc, moi, je le proguais souvent, voilà, un peu gratos à l'époque. Là, j'essaye plus de le mettre dans un objectif, du coup, de préhab pour les adducteurs sensibles, ou alors pour quelqu'un, justement, qui commence la FA et qui n'a pas les structures nécessaires. Mais je le progue de moins en moins constamment, aussi, en fait. J'aurais tendance à dire à l'athlète, au pire, tu prends 60 kilos sur ta barre, ça dépend de ton max. Tu me fais sur tes warm-up, tu me fais un deadlift ISO, pendant 10-20 secondes, ça pump un peu la zone et au final, tu te sens beaucoup mieux, meilleure ouverture de hanche et c'est rapide, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il faut le dire, hein, pour les gens qui ont déjà fait réellement leur Copenhagen RPE10, ça fait très, 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 très mal. Et puis le problème, c'est que, surtout pour des athlètes très lourds, je n'en programme pas. Moi, je fais 130 kilos quasiment, tu vois. Je fais un Copenhagen Plank, je tiens 40 secondes, tu vois. J'ai des athlètes, pareil, hein. Voilà, des athlètes de 50 kilos, il me dit, bon, attends, ça fait 1 minute 30, je suis sur le bordel, comment on fait maintenant pour progresser, tu vois. Bah non, il le fait bien. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Moi, c'est maximum 50 secondes, hein. Bah après, ça dépend s'ils se mettent sur les pieds, sur les genoux. Oui, ouais, parce que s'il se met au niveau des genoux, après, j'ai des athlètes, tu vois, quand ils faisaient du Copenhagen, ils avaient des douleurs au niveau du genou parce que du coup, tu sais, ça faisait, il y avait un gros levier à ce niveau-là. Et du coup, je leur dis, mets-toi sur les genoux. Mais quand c'est juste pour de l'activation, on va dire, le but, c'est pas forcément de forcer comme un zinzin, tu vois. Tu t'arrêtes sur 30 secondes et ça suffit, tu vois. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Au niveau, du coup, de la sangle abdominale, est-ce que tu programmes un petit peu du renfort? Pas tout le temps, sur des athlètes qui sont assez. Je sais que ça se transfère pas forcément, mais j'ai remarqué quand même sur des athlètes qui ont des faiblesses, on va dire, au niveau de la chaîne abdominale, du gainage lesté. Weighted plank. Ouais. Ok. Des extensions lombaires et des extensions lombaires ISO. Extensions lombaires ISO pour mes athlètes qui ont des grosses douleurs ou au niveau lombaire ou dans toute la zone. Et j'ai même des extension lombaire, comment dire, hanche basse sur le pad ou hanche haute sur le pad? En recherche d'extension, en recherche. Pas extension de buste, extension lombaire. Vraiment, okay, le but, c'est de la flexion-extension. C'est pas de la. Ok, ça marche. Enfin, de la flexion-extension de colonne, quoi, pas de la flexion-extension de hanche. Okay. Ça, ou alors des extensions lombaires ISO, enfin extension lombaire ou buste, peu importe. En gros, tu restes en parallèle au sol, en fait, comme un gainage, mais lesté. Ouais, c'est un Superman. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et parce que je te donne l'exemple, j'ai une athlète, Chloé, qui avait, je crois que c'était 3 ou 4 hernies discales. Ah oui. Que je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, elle pouvait même plus faire un squat à vide ou un terre à vide, tu vois. Du coup, on a énormément bossé sur sa capacité de travail à ce niveau-là. Elle a démarré les gainages planches classiques, elle pouvait pas le faire. Maintenant, elle fait des gainages planches à 70 kg, tu vois. Elle a rattrapé maintenant son squat. Quand je l'ai récupéré, elle avait, je crois, 75 au squat. Maintenant, elle a fait sa compétition hier, elle a fait 95 kg. Ça peut paraître pas énorme, hein, pour les gens 95 kg au squat, mais c'est énorme selon de où tu pars. Tout le monde est un peu différent. Ça fait quoi maintenant, un peu plus d'1 an que je la coach. Et forcément, surtout avec le rythme de vie qu'elle a, parce qu'elle était serveuse, donc travailler de 20h à 5h du mat quand tu dors pas, etc., c'était très compliqué. Ouais. Là où il y en a qui auraient abandonné, elle progresse. Donc, exactement. Et donc ça, et ouais. Enfin, moi, je proc pas tout le temps parce qu'en termes de mise en place, c'est chiant. Mais quand tu as la possibilité, je trouve ça drôle, je trouve ça fun. Ok. Plutôt que de faire des crunch pull-out ou de faire des gainages pendant 25 minutes, je te mets un bon weighted plank à 80 ou 100 kg et tu tiens 20-30 secondes et c'est suffisant, quoi. Ok, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien prog. Alors déjà, moi, faut savoir, en tant que coach, je me coach moi-même. Je fais jamais d'ado. Donc voilà, dédicace à tous mes athlètes. Moi non plus. Je vous le dis, moi non plus. Non, en vrai, c'est bien. Faudrait le faire, mais voilà. C'est pas ça forcément nécessaire, tu vois. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est sur le squat, tu recrutes déjà tes abdos de manière isométrique. Oui, je suis d'accord, mais pas forcément pour ta résilience, c'est ça. Justement. Du coup, moi, j'aime bien alors le dead bug en préactivation du coup, et sinon, j'aime bien faire des four time au dead bug, c'est pour se dépasser vraiment et pas être là 1, 2, tu vois. J'aime bien weighted plank, je la proc souvent. Alors, il y a un exercice de renfort lombaire X trapèze médian, ça va être le prone floor.
Angel, comme ça, tu sais, tu es au sol et tu as des poids. Et donc, celui-là, je l'aime bien. Pour souvent les tradie boys un peu trop dos rond, je trouve que Ok, ça j'avais leur pas apporte fait. pas Ouais. mal. Pardon? J'ai jamais pensé, je l'ai pas fait, jamais vu. Bah, moi, dès que je vois un dos rond, je me dis, renfo de la chaîne Scap et redonne-moi de l'extension, mon chef. Donc, ça, ou alors bon, c'est pas le même sujet, mais un RDL Snatch Grip, j'aime bien ce genre de choses. Ça, en fait, ça Ouais. oblige l'athlète à bosser autrement, quoi. Ouais, des fois, ceux qui font des transitions un peu power building, je leur mets du crunch à la poulie haute. Ouais, moi, généralement, quand ils me demandent, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, j'en mets pas spécialement à tout le monde. J'en mets des fois, je sais pas, je proc, tu sais, je me dis, bon, lui, je pense qu'il en a un petit peu besoin et je le mets, mais j'ai pas. C'est un peu une science empirique, on va dire. Ouais. Euh, Honnêtement. Et puis, je saurais pas très bien aussi traquer l'évolution et vraiment le gain que le renfort des abdos a sur Après, l'athlète. le but d'un accessoire, c'est pas forcément de se transférer, hein. Je veux dire, moi, si mon Bah, athlète il kiffe ça, qu'il se renforce et que ah oui, derrière, oui. pas forcément qu'il est plus fort sur son exercice, mais qu'au quotidien, il se sent plus solide et qu'il est il a moins tendance à avoir de douleur, même s'il le ressent pas forcément directement sur son SBD, bah, let's go, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ok. Bah écoute, pour les abdos, on a fait le tour. Du coup, ouais, mais, passer au dos. Le dos, qu'est-ce que tu prog? C'est quoi tes exercices préférés? Moi, je suis vachement pour l'optimisation des accessoires quand même. Bah, je pense que toi aussi avec le 6 squat press, etc. Donc moi, j'ai tendance pour les athlètes débutants qui commencent la muscu, je fais pas trop de zinzinerie. Je vais leur mettre un tirage vertical, tirage horizontal classique. Donc, dès que je vois que l'athlète a quand même pas mal de proprioception, il sait bouger ses omoplates correctement, il sait se placer, etc. Je partirai sur du iliac pull down, upper back row, des lumbar row, des terrace pull down, des choses comme ça. Vraiment, Ok. fait des tirages verticaux et horizontaux un peu modifiés pour plus cibler les dorsaux, les trapèzes, etc., etc. Ok. Voilà. Ok, ça Et en marche. termes de progrès, c'est exercices qui, on va dire, sur lesquels il y a assez peu de stress engagé, même si tu forces quand même comme un zinzin, tu vois. Contrairement à un hack squat ou une presse, où t'as quand même, ça peut beaucoup plus impacter le SBD, je trouve. Donc là, j'aurais tendance à partir vraiment sur des reps assez courtes, genre entre 4, 5 et 9 10 reps, tu vois. Ok. Vraiment dire à mon athlète, bah écoute, zinzin, force, tu vois. Ok. Après, ça va dépendre aussi, je pense, du cycle. Genre, s'il est sur une phase de peaking, tu vas être un petit peu moins bas en rep Non, range, non? non, je change pas du tout. J'aurais tendance à couper un petit peu de volume, à enlever une série par-ci, une série Ok. par-là, ou juste même moi sur mon picking, les accessoires, ça ne change absolument pas. Ah, c'est intéressant. Euh, Pourquoi? Parce que j'estime que l'athlète, il a fait toute sa prépa comme ça. Le problème, c'est que si j'enlève un accessoire ou que je réduis le volume d'entraînement ou que je bouge l'intensité, bah, il va être plus frais. C'est-à-dire que ma baseline de fatigue sera différente et que potentiellement, si je up le volume sur le squat, le dead ou le bench de une série, ce qui est déjà énorme, euh, et que je coupe allez, 5-6 séries d'accessoires, bah derrière, en fait, peut-être que ça va se réguler, qu'il va être au même niveau de fatigue et que j'aurai pas autant de compensation que ce que je voulais, tu vois. Je sais pas Ok. si ça fait sens. Ça fait sens, mais moi j'aime bien cette vision de me dire euh, le jeu, comment dire, je planifie l'accessoire en fonction de la période. Par exemple, sur une période d'intro ou je ne sais quoi, je vais du coup être plus haut en termes de volume et plus bas en termes de RPE. Sur une période d'accumulation type volume, je vais être du coup assez bas en volume justement, mais très haut en intensité. Par exemple, au lieu de faire un 3x8 RPE 8, je vais passer sur un je sais pas, ouais, 2 fois 8 RPE 10, tu vois. Hmm. Un truc comme ça. Et Tu justement, programmes des reps fixes, c'est pas des reps, pas des reps range. ouais, non, moi, c'est rep fixe. Ok. Pourquoi? Justement, parce que bah, rep range, c'est dur à traquer. Et justement, je sais pas comment l'athlète va se débrouiller. Après, généralement, je donne aussi une consigne. C'est aussi en mode, si, comment dire, tu arrives à ta 8e répétition et que t'es pas au RPE, bah, continue. Ou alors, tu refais une série et tu as juste la charge, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, rep fixe, généralement. Pour finir, bah, par exemple, quand j'arrive sur une grosse période de picking, là, je vais garder du coup le renfort pour pas amener un désentraînement au niveau du mouvement et même au niveau bah, de la forme globale de l'athlète. Parce qu'il faut rappeler que ne pas en faire assez, ça mène au désentraînement en fait. Hmm. Mais justement, je vais conserver du coup le maximum d'énergie pour les mouvements de compétition. Donc c'est Ah là non, où moi, on peut ça être. bouge pas. À l'année, c'est exactement la même Ouais. chose. Il n'y a pas de modification, hormis sur des phases de taper. Ah oui, en taper, tu Où, fais comment du coup?
Je vais tège une série, je vais tège les exercices pour le bas du corps déjà. Je vais garder le leg curl ou leg extension en diminuant par deux le volume. En fait, je vais garder l'exercice d'isolation principalement, parce que ça induit peu de fatigue, ça permet quand même de rester un peu pump, tu vois. Donc articulairement de se sentir plus près aussi. Et voilà. Sinon à l'année, je vais faire varier un petit peu le volume, pas énormément, mais genre en mode, si mon athlète, je vois qu'il progresse plus sur ses accessoires, je vais essayer de up le volume. Par exemple, je vois qu'il progresse pas sur son yak pull down, je vais dire, ok, comment tu te sens? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Si il n'y a pas de raison, je dis, ok, je te up le volume d'une série. Il reprogresse, tant mieux, tu vois. Genre, Ok, cool. c'est tout. Cool. Genre, j'ai pas tendance à varier parce que il n'y a pas de raison particulière. C'est que je trouve que il n'y a pas de raison, comme la plupart des accessoires sont des exercices qui n'engrangent pas tant de fatigue que ça. C'est sûr que si je te mets un RDL, RPE10 toutes les semaines, c'est pas top, tu vois. Mais Ouais. des tirages, des exercices comme d'extension de triceps, des curls, des leg extensions, des curls, des trucs comme ça, c'est exercice qui, la fatigue rémanente est très faible en fait. Ouais. En 1-2 jours, t'as plus rien, c'est passé. Et puis je me dis, comme je t'ai dit, je pense que mon athlète à l'année, il a cette baseline d'accessoires. Le problème, c'est que si je viens modifier aussi cette baseline de fatigue via les accessoires, ça va modifier aussi les données que je vais pouvoir en ressortir derrière par rapport au SBD, tu vois. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je prog un petit peu plus comme ça, notamment mes accessoires du corps, notamment les accessoires dos. Ça va être plus des tirages, des choses qui sont simples à mettre en place, des exercices où tu es très stable. Donc Non, pas pas de besoin de rowing te prendre la bar tête. et rowing halter, non merci quoi. Je Jamais de la vie. Ça Voilà. m'arrive de mettre du dumbbell row and bench. Non. Donc ça c'est uniquement quand l'athlète le demande ou alors quand C'est-à-dire genre un rowing halter classique, un bûcheron, genre classique. un bûcheron classique. Ouais, c'est un exercice de zinzin, ça, c'est les gros rugbyman, ça, qui Moi j'aime bien parce que c'est un exercice où tu peux t'éclater dessus. Genre, ouais, t'as pas à réfléchir, ouais, je suis d'accord. Hein. ouais, genre une grosse concentrique, nique sa mère l'excentrique et voilà, tu vois. Bref, mais sinon, je suis plus sur du tirage, genre, tirage vertical avec banc et sangle de tirage, tu vois, vraiment l'optimisation complète. Ouais, Et sur un gros RPE, genre, généralement, c'est rare que je mette plus bas que RPE 10, tu vois. Ouais, moi, c'est que du Ouais, moi, en fait, je programme, tu vois, genre, je te parlais des rep range. Moi, je programme que du rep range et j'ai ouais. très peu de rep fixe. Je programme des rep fixes uniquement sur l'exercice de réhab, tu vois. Même sur tes exercices de comp. Non, pas du tout, non, que sur Ah, les ok. accessoires. Ok. Que sur les accessoires. Et le seul truc où je programme des rep fixes hors SBD, c'est de la réhab ou de la préhab, c'est tout. Ok. Parce que le but, c'est pas d'aller se tabasser, tu vois. C'est juste de faire le nombre de répétitions à la charge donnée, tu vois, d'aller chercher une grosse amplitude, d'activer en fait toute la zone. Et pourquoi je programme des rep range? Parce que pour moi, ça me permet d'encore mieux traquer le truc, même s'il y a beaucoup de gens qui voient les choses un peu différemment. Si je te mets une rep fixe, trop l'athlète auront tendance à se dire j'ai 8 reps, j'utilise 90 kg sur l'entièreté de mon set. Sauf que si mon athlète, en fait, il arrive à faire 3 séries à 8 reps à 90 kg, c'est qu'il n'a pas assez forcé, en fait. Oui, mais il forcera la semaine d'après. En fait, si tu programmes sur le long terme les assistances, Ouais. au bout d'un moment, il sera obligé d'arriver à sa charge de travail. Oui, mais tu as perdu des semaines. Ouais, ok. Genre, moi, je suis pas là. Enfin, moi, mon athlète, j'ai envie que. J'ai pas envie qu'il perde de temps, tu vois. C'est-à-dire que je lui mets 2 séries de 5 à 10 répétitions. Forcément, il y aura des. Quand tu commences avec lui, tu as une période d'adaptation. Il y a 4 à 6 semaines où il va trouver ses repères sur les accessoires. Toujours comme ça. C'est pour ça qu'on change très peu les accessoires, voire quasi jamais. Parce qu'il y a toujours une période d'adaptation nerveuse et technique sur un accessoire. Si je lui mets un chest press, il va avoir tendance à essayer de trouver sa hauteur de siège parfaite pour qu'il se sente bien. Est-ce qu'il doit mettre un tapis derrière son dos pour avoir plus d'amplitude? Est-ce qu'il doit avoir les coudes un peu plus écartés, les mains un petit peu plus resserrées? Comment il va se sentir? Et après, il va commencer à forcer. Donc déjà, ça sera pris 2-3 semaines parce que pas forcément, il a un seul chest press dans la semaine. C'est pas comme le bench ou le squat ou le terre où il a 12 séries dans la semaine et il peut être tranquille, tu vois. Et du coup, après, il va commencer à forcer. Et un peu comme sur un squat, plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Et forcément, il va devenir fort. Il va monter de 40 kilos en 4 semaines. Après, ça va se stabiliser. Donc, ce seront des gains qui seront quasi purement nerveux. Et là, il va commencer à construire, tu vois. Et du coup, le problème avec ça, c'est que si je mets des reps fixes, oui, au début, il n'y aura pas de souci parce que dans tous les cas, il sera toujours dans sa rep fixe parce que ce sera du gain nerveux. Il va être fort, il va pouvoir pousser. Mais tu vas arriver à un moment, en fait, où l'athlète, si tu lui mets que du rep, il va arriver 90 kilos, ok,
putain, ça fait 5 semaines, je suis à 90 kilos, je peux pas forcer. Bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets 5, je vais généralement mettre 2 reps en dessous, 2 reps au-dessus. Donc, ça va être du 6 à 8, à 10 reps, tu vois. Et bah, il va faire, première série, il va faire 9 reps à 90. Deuxième série, il va en faire 7. Troisième série, il va en faire 6. Le but, c'est qu'il atteigne le plus haut possible de cet intervalle-là. Donc, qu'il fasse 10, 9, 8 ou 10, 10, 10. Enfin, ou 12, 11, 10, peu importe, même s'il dépasse, je m'en branle, tu vois. C'est pas le problème. C'est juste pour lui fixer une base. Et derrière, une fois qu'il a fait ça, bah, il redescend. Il augmente la rep, je veux dire. Il va chercher pareil. S'il augmente de 2,5 et qu'il arrive à garder ce 10, 8, 6, par exemple, il refait pareil. S'il arrive à refaire 10, 10, 10 la semaine d'après, hop, il augmente, tu vois. Ok. Mais Oui, bah, après, faut vraiment être autonome dans sa pratique, du coup, pour bien maîtriser le truc. Bah, moi, je suis pas là pour être la maman des athlètes, tu vois. Oui, c'est ça. S'ils me contactent, je suis là pour être leur soutien, pour leur donner la marche à suivre, pour les amener vers les meilleurs progrès possibles et vers leurs objectifs. Si tu n'es pas prêt à faire l'investissement mental pour faire tes accessoires correctement, noter tes charges, tes répétitions, etc., bah, je vais. Enfin, c'est pas que c'est pas mon problème, ça reste mon problème parce que du coup tu progresses pas autant que je voulais. Mais à un moment, je vais pas faire le travail à ta place, tu vois. D'accord. Sors-toi les deux du cul, fais tes accessoires et puis voilà. Si je vois que ça fait 3 fois que je te dis fais tes accessoires ou note les trucs, bah au lieu de te le rappeler tous les jours, bah je vais te le rappeler une fois tous les 6 mois. Je fais t'as pas fait tes accessoires, bah voilà. J'ai pas, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là non plus pour l'athlète, et à un moment, il veut pas le faire. T'auras beau dire ce que tu veux, tant qu'il n'aura pas le déclic de lui-même, il le fera pas. Et ça vaut pour n'importe quoi. Oui, après, généralement, tu laisses pas tomber au bout d'une fois, tu vois, genre, tu essaies de trouver des solutions, mais je suis d'accord avec toi, ça devient, en plus, c'est relou parce que l'investissement d'un coach est ultra important, mais si vous, de votre côté, il n'y a aucun investissement, bah nous, au bout d'un moment, je dis ça, je passe pour un bâtard quand je dis ça, mais. Non, mais c'est pour ça, je réexplique vite fait pour que les gens se disent pas, fais un effort, sois pédagogue. Non, voilà, je pense que Nathan est très pédagogue, sauf qu'il y a un moment, tu veux pas t'investir, voilà, en fait, c'est ça. Tu veux pas réussir, ok, je vais te proposer quand même ce que je pense qui est bon pour toi. Maintenant, si tu le fais tant pis, quoi. Je suis très proche de mes athlètes, moi je suis très pro adhésion, c'est-à-dire que mon athlète, si je lui mets un accessoire, il aime pas, on teste encore 1-2 semaines, on essaie de voir pourquoi ça marche pas, comme on a expliqué tout à l'heure. Ça te convient pas, tu n'aimes pas, on essaie de le changer. Par contre, si en changeant et que ça va jamais, parce que tu t'investis pas suffisamment pour que ça taille, il y a un moment où on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. C'est comme ça. On n'aime pas faire la compta, on l'a fait quand même. Hein. Et c'est pareil, tu veux pas faire tes accessoires, je suis pas là pour les faire à ta place, tu vois. Genre, j'ai envie que tu les fasses, j'ai envie que tu progresses, mais si tu ne veux pas faire tes accessoires, on essaie de trouver des solutions. Ces solutions ne conviennent. On a beau trouver la solution pour toi. Si toi, tu n'as pas envie de la faire, je n'y peux rien. Je ne peux pas venir avec toi à la salle, te tenir la main, fais tes accessoires, tu vois. C'est comme l'athlète qui n'aime rien, qui n'aime pas les formats que tu lui proposes, qui à chaque fois une modification, il y a un truc qui va pas. Je progresse pas, patati patata, mais en fait, la question la plus profonde à se poser, c'est est-ce que si tu aimes ta pratique, est-ce que tu as envie de réellement progresser dans ta pratique, est-ce que tu es prêt à mettre en place toutes les choses qu'il faut mettre en place justement pour réussir dans le sport. Et en fait, si tu te poses vraiment la question, c'est là où tu vas savoir si justement tu ne fais pas tes accessoires ou tu fais pas ton format parce que tu ne l'aimes pas, ou simplement tu ne le fais pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ton sport. Ce qui n'est pas un problème, attention, hein, si tu n'as pas envie de faire tes accessoires, si tu ne veux pas d'accessoires, ne te mets pas d'accessoires, tu vois. Moi, je t'explique la raison, je t'explique mon point de vue, dans le sens où les accessoires, ça va te permettre ça, plein de choses. Ok, on les intègre, on essaye de te faire changer d'avis. Si au bout d'un mois, 2 mois, tu les fais pas dans tous les cas, je vais dire ok, on les enlève de la prog, on a plus de ressources pour le SBD, même si c'est pas ma manière de faire. Ça change pas non plus des masses, c'est juste que potentiellement sur le long terme, moins de muscles, moins de résilience au niveau articulaire, et puis il y a 1 million de raisons de faire ces accessoires, tu vois, mais t'as pas envie de les faire, on n'en fait pas et on reste sur du SBD only, même si c'est pas, à mon sens, le mieux à faire. Après, pour te rassurer, si tu nous écoutes et que tu fais pas de ces accessoires, si ton coach il te prog 5 accessoires après ton squat bench primaire, c'est qu'il y a aussi un petit souci. Donc voilà. Oui, si tu as du bench et que tu as 3-4 accessoires derrière, ça va. Mais si tu as un squat,
Si t'as un SBD et que t'as derrière 5 accessoires, c'est qu'un problème. Non, Non, parce que moi, j'ai déjà vu des progs. Tu te demandes si le coach s'est déjà réellement entraîné comme ça, tu vois. Parce que franchement, voilà. Après, Moi, ça maintenant. dépend. Ça dépend. Honnêtement, Ouais. ça dépend comment tu programmes aussi des accessoires. Si tu as tendance à prioriser un petit peu plus de volume d'entraînement et moins d'intensité, genre si tu fais prévaloir le volume, si tu as 4-5 séries par accessoire et que tu as RIA 1 à 2. Et va les faire après ta séance. Mais c'est ça. Et tu vois, moi, je préfère privilégier moins de volume d'entraînement, entre 1 et 3 séries par On exercice. bombarde et voilà. Ouais. Et RIR 0 partout, ça te prend une demi-heure en moins. Tu as plus de ressources mentales à allouer sur le truc. Et puis, même, moi, je suis désolé, moi, je vois 5 séries de tirage. Je les fais pas, moi. Ouais, nique ta race, tu vois. C'est ça, genre. Enfin, voilà, faut vraiment aller à l'essentiel. Je vais dire, bah, ok, bah, je vais en faire 2, je vais me buter, et puis voilà, tu vois. Parce que la plupart des gens, quand il y a 5 séries, bah, en fait, les 3 premières séries, les 4 premières séries, ce sera de l'échauffement, et après, tu vas faire une série qui sera vraiment valable, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est typiquement la série en unilatéral, t'enchaînes les deux côtés tellement t'es pas KO, tu vois. Tandis que si t'as deux séries en unilatéral, ouais, c'est ça, tu prends ton temps de repos. Après, il faut avoir le temps de le faire. Tu vois, moi, c'est pour ça que je programme très peu d'unilatéral, parce que j'ai pas envie que mes athlètes ils passent 3 heures à la salle. Et même moi, tu me programmes du latéral, si tu m'en programmes, bah, je vais faire les deux à la suite, tu vois. Même si je suis pro, prends du repos entre les deux, moi de moi-même, j'ai pas forcément le temps ni l'envie de le faire, tu vois. Donc, mais moi, c'est parce que je pourrais pas enchaîner les deux, sinon je serais mort. mais c'est pour ça que je programme pas d'unilatéral. Mais ouais, je capte. En vrai, j'en programme que sur le dos parce que le dos, c'est un petit peu particulier. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, vois avec ton coach au niveau des assistances, explique-lui les problématiques que tu rencontres. Donc, le fait que ça soit trop long à la salle, etc. T'as dit quoi? Le coach, il n'est pas là juste pour faire ce que lui, il a envie de faire. Il est là pour faire ce que toi, tu as envie de faire. Tu vois. Clairement. Genre, justement, ce qui rend un coach bon, encore une fois, j'appuie, c'est la collaboration, c'est l'entente, c'est la conversation. C'est pas le gars, il a acheté la toute nouvelle formation de X personnes et du coup, c'est un bon coach. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, bref. Et j'ai écouté un de ses podcasts et franchement, il est intéressant. J'écoute pas du tout. Bref, bah écoute, je propose qu'on termine du coup par ce qui va être un petit peu isolation au niveau des bras, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aurais tendance, si l'athlète a le temps, je remets. Mais c'est-à-dire que j'aurais tendance toujours j'aurais toujours tendance en fait à mettre une bonne extension de triceps à la poulie. En fait, pour aller dans des amplitudes complètes. En fait, si l'athlète lui fait du bench et qu'il a un bench comme ça. Ou même un bench comme ça, il va pas dans l'amplitude complète. Alors que si je lui mets un extension triceps, il est sur le tech, il monte bien, il redescend, bah, j'aurai plus d'amplitude, plus d'afflux sanguin. Et puis, comme je t'ai dit, je trouve que ça engendre moins de fatigue, donc tu as moins de problèmes par rapport à si je lui mets un Big Magic Triceps ou un Big Gem Press de zinzin qui met 50 kilos dessus et qui se flingue les coudes encore plus parce qu'il y a trop de proximité avec son bench et que derrière, son bench il est éclaté. Mais ouais, j'aurais tendance à en mettre. Mais c'est pas ma priorité. J'aurais tendance à privilégier des tirages ou ce qui n'est pas recruté déjà sur le SBD. Et après, si je vois que mon athlète il a le temps, il s'entraîne 4-5 fois par semaine, je lui mets des petits accessoires un peu sympas comme ça, élévation latérale, des curls, des extensions de triceps, des choses comme ça. Ok, moi j'ai tendance à tabasser la longue portion justement. Alors je me tourne généralement vers des exercices qui sont un peu moins traumatisants. J'adore le skull crusher, mais je sais que pour moi certains, mais le skull crusher, franchement, c'est une passion. Mais justement, comme tu le dis, il y a des athlètes qui ont peut-être pas les structures ou je ne sais quoi. Moi, si j'en fais, je me flingue des coudes. Hein. Moi, si j'en fais avec le bench ou le squat, je me flingue. Pourtant, moi, je me flingue au départ, mais j'ai vite une adaptation et j'ai plus mal. Moi, c'est de pire en pire parce que je deviens de plus en plus fort sur le truc, tu vois. Genre, moi, je le fais aux haltères, tu sais, en allant chercher vraiment un gros stretch derrière. Ah oui, ok, ouais, ok. Et en fait, je me retrouve à charger 40 kilos par bras et en fait, j'ai les coudes qui explosent, tu vois. Ouais, ok. Mais pourtant, je le fais strict, le commun des mortels, le commun des mortels, mais pas 40 par bras, tu vois. Donc, oui, mais moi, c'est relié par rapport à mon poids. Je fais 130 kilos quand même, tu vois. Mais je veux dire, un athlète de 70 kilos, il met 20 kilos par bras. Ça dépend des athlètes, tu vois. J'en ai chez qui je les programme et ça se passe bien. Mais la plupart du temps, c'est un exercice qui est pas trop compatible, je trouve, avec le bench, le squat, tu vois. Ok. J'aurais tendance à rester sur des exercices poulies. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est une extension katana. Pour avoir un peu moins de stress, ça peut être intéressant. Mais j'aime bien mettre deux fréquences triceps par semaine. J'ai l'impression que ça aide vraiment pour le bench.
c'est ce que je fais. Mais ouais, encore une fois, il faut que. Et pareil, si vous avez des douleurs au coude et que vous n'arrivez pas à faire vos skull crushers, forcez pas les gars. Ne faites pas. Ouais, c'est ça, genre. Moi, je trouve pas qu'il y ait forcément tant de transfert que ça entre les exercices triceps et le bench. Mais en fait, je pars du principe que sur le long terme, plus de triceps égale plus de bench. Fin de la question. Ah ouais, non, mais ça, moi, je me base vraiment sur les dires en fait, des gros benchers américains qui te disent t'as pas de dos, t'as pas de triceps, t'as pas de bench, tu vois. Genre, pour moi, il y a une part de vérité, il y a une part de stabilisation. Et du coup, bah écoute, on teste. Et puis, c'est cool de faire les triceps. Ça reste simple, hein, t'as pas de muscle, tu seras pas fort. Fin de la question. Ouais, clairement. Faut arrêter avec toutes ces questions, tous ces débats ou je sais pas quoi. C'est sûr que si tu fais que des compétitions régionales et que la plupart des mecs que tu vois, bah, ils sont en skinny, tu as l'impression que tout le monde est comme ça, mais tu vas au NAT ou au national ou aux inter, les mecs ils font 1m60, 80 kg sec, j'exagère, mais c'est des masses, tu vois. Et un mec qui est fort au bench, c'est un mec qui est balèze. Tu verras jamais un mec fort au bench ou un mec fort tout court qui a pas des gros bras ou des grosses cuisses, tu vois. C'est trop gentil, attends. J'ai jamais dit que t'étais fort au bench. Hein. Faudrait travailler un peu les cuisses parce que le squat là. Chien. Ouais, du coup, on a fait le tour. Je trouve, faudrait qu'on termine quand même par les OHP. C'est le fameux OHP. Je pense que c'est un exercice. Il y a des choses à dire. Est-ce que tu le prog? Est-ce que oui, parce que moi c'est un exercice que j'aime bien, mais je trouve que c'est un exercice qui se transfère bien uniquement pour les athlètes qui sont très musculaires et qui ont des benches vraiment close grip, ouais. dos plat, zinzin, rugbyman, tu vois. Assez peu quand même pour les athlètes avec un gros pontage. Mais dans tous les cas... Dans la théorie, je suis d'accord, mais dans la pratique, je trouve que c'est différent, tu vois. Justement, renforcer. t'as un axe différent, tu vois, donc c'est. Comment? Ça reste un axe différent, donc c'est. Oui, c'est ça. Le bosser, oui, voilà. Mais ça veut pas dire que je le proc pas, tu vois. C'est pas parce que l'athlète il a un big pontage, je vais pas lui programmer du OHP. J'aurais tendance à toujours mettre un développé militaire, un overhead press, un shoulder press. Ouais. En fait, je reste sur le même principe, plus de muscles, plus fort, tu vois. C'est aussi un peu ça. Ouais, et travaille dans tous les angles, ça te rendra en fait meilleur forcément et plus résilient face à la contrainte. Les athlètes qui ont tendance à avoir des douleurs au niveau des trapèzes ou au niveau de l'insertion de l'épaule, je leur mets un overhead press avec un focus vraiment haut à chercher un shrug. Ouais, pour le mouvement de scapulaire. L'élévation, ouais. Moi, ça m'a fait un bien fou, tu vois. Moi, j'ai réintégré, à un moment, j'avais des douleurs à ça, j'ai dit, bon, allez, je réintègre un OHP. J'ai recommencé à progresser dessus, à vraiment aller chercher derrière une grosse élévation scap. Ouais. Ça m'a fait du jour au lendemain, plus de douleur. T'as testé élévation complète? Ouais. Ouais, parce que ça, c'est génial justement pour la santé scapulaire. Ah non, ça me flingue. Ah ouais? Ah ouais. Genre, ça te flingue au niveau de quel L'élévation latérale, déjà, j'aime pas ça. Personnellement, je déteste ça. Ouais, mais justement, l'élévation complète, t'as cette. Moi, je trouve ça, c'est beaucoup plus ergonomique, tu vois. Enfin, justement, t'as les scapulaires qui bougent. Tu parles d'élévation latérale, genre comme ça? Ouais. Enfin, non, pas en shrug, tu vois, mais vraiment en mode tu bouges avec les scapulaires, en fait. Ah non, moi, j'aurais tendance à aller chercher big shrug derrière. Justement pour aller dans le. Justement, moi, pour ce genre de douleur, je mets cet exercice. Mais ok, ça marche. Moi, pour le OHP, j'avais tendance à mettre du OHP conventionnel, mais en fait, c'est un exercice qui est très stressant et très nerveux. Donc, je commence à pas mal prog des variations type OHP à la Smith Machine. Ouais, c'est une presse verticale à la Smith, quoi. Ou alors, pareil, sur une machine. Mais de moins en moins OHP conventionnel parce que c'est dur de récupérer et de progresser aussi sur ce mouvement. Je trouve que des exercices comme ça pour des athlètes qui ont des douleurs au coude, je l'évite, tu vois. Genre, surtout pour des très gros athlètes. Petit point d'ailleurs sur les athlètes très grands. Et très grands, même si tu prends une max grip au bench, ça reste un close grip pour un petit gabarit, tu vois. Donc de base, ça a beaucoup plus de stress au niveau des extenseurs. C'est pour ça que j'ai tendance à éviter de mettre des gros OHP, des choses comme ça, parce que tu rajoutes encore un pattern qui ressemble à ton bench beaucoup plus que sur un petit gabarit, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à moins en prog, même si justement pour avoir la réflexion inverse en se disant bah ça ressemble plus, ça se transfère plus. Mais je préfère que l'athlète il fasse plus de bench et moins d'OHP que l'inverse, tu vois. Oui, bah oui, forcément. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour pour les assistances. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, forcément. Donc, on va passer direct à une autre question. Je regarde laquelle je prends. Ok, on va parler de
comment planifies-tu une année ou une période? C'est quoi ta vision un peu du macro-cycle, si tu prog en macro-cycle? Ouais, j'aurais tendance à. Bah, déjà, quand je récupère. Pour un athlète que je récupère, tu veux dire, ou en général? Bah ouais, tu récupères un débutant ou même un intermédiaire, mais Bah, c'est un nouvel athlète, quoi. en fait, bah, déjà, forcément, ça se divise par bloc. Ça, c'est classique. Des blocs de 4 à 6 semaines. J'aurais tendance à faire des. Ça dépend en fait de l'athlète où il se trouve. Un athlète que je récupère et qui a déjà un petit peu de bouteille, j'ai tendance à faire des macrocycles de 3 blocs, pas plus. Pour un athlète que je récupère et que techniquement il n'est pas très au point, j'aurais tendance à faire des macrocycles de 4 à 5 blocs, un petit peu plus longs, justement pour pas aller chercher de très grosses intensités trop vite. Et genre partir de. Si je mets des top 7, par exemple, partir de 5-4 répétitions et aller vers la single Ok. plus loin. T'as pas peur, en faisant ce genre de choses, d'amener une grosse frustration chez l'athlète qui, comment dire, ne trouve pas qu'il est assez exposé face à du spécifique, genre Je single? sais, la plupart de mes athlètes, 99%, ils vont progresser, ils vont faire leur quadruplé à la charge de la single. Tu vois, Ouais, donc, à la charge de la single, ok. Ouais. et si vraiment il y a ce problème-là, bah, je peux très bien rester sur une single charge fixe. Tu vois. Ouais, single RPE8. En fait, là n'est pas le problème, tu vois. C'est juste que l'athlète, à un moment, tu me contactes pour un suivi, certes. Il va répéter la chose à chaque fois. Et arrête de me faire chier. Non, pas du tout. Tu vois, je comprends. Comme je t'ai dit, je parais pour un gros bâtard, mais je suis très gentil. Attends, il est super gentil, hein. Non, mais genre, je veux dire, si je te dis, t'as pas actuellement la capacité de faire des très grosses charges parce que bah, techniquement, tu auras beaucoup de risques de blessure parce que ça va pas du tout. Bah, à un moment, il faut le comprendre, tu vois, il faut l'encaisser. Tu me Bien contactes sûr, pour ça. Oui, je peux faire une prog avec Aspa Adhésion, mais si tu me demandes une single RPE10, bah, à un moment, ah non, en fait. Et faut aussi comprendre que tu sois débutant ou même avancé, t'as pas des singles RPE10 à tous les Voilà, blocs enfin. si tu prends correctement. Enfin, La majorité du temps, moi, c'est une fois très très grosse intensité, c'est une fois tous les 3 blocs, tu vois, à la fin de chaque macrocycle, en fait. bien sûr, bien sûr. Du coup, on revient sur, parce que sinon, on va s'éparpiller énormément. Ah bah, Par rapport au sujet, j'aurais tendance, en fait, à pas faire forcément un bottom-up, c'est-à-dire pas forcément partir de la date de compétition. J'aurais tendance à évoluer comme, à moins que l'athlète, il arrive et me dise, bon, attends, j'ai une compétition là, j'adapte. Mais sinon, en fait, je pars de où je suis. Je fais comme je le fais d'habitude. L'athlète, il me dit, OK, j'ai envie de faire une compétition. On check quand est-ce qu'il y a une compétition. On voit commencer. Combien j'ai de semaines avant d'arriver là, ou combien j'ai de mois, j'en sais rien, ça revient même de toute façon. Et j'essaie de me dire, bah, je continue comme je suis là, en fait. Et juste, j'adapterai la longueur de mon bloc de picking. Ou alors, je ferai, si j'en fais un déjà, ou alors je ferai un bloc, on va dire, de transition entre le pic et les blocs classiques, qui sera de 1 à 2 semaines, où je vais peut-être. En fait, ça dépend ok. trop, mais voilà, généralement, moi. Par exemple, je te coupe, mais par exemple, le mec, il arrive, il te dit, j'ai une compétition donc dans, allez, je sais pas, 4 mois, donc t'as une date fixe, t'as ton calendrier de 16 planif. semaines. Ouais, c'est ça. 16 semaines, bah, j'aurais tendance à lui dire, OK, bah, je On fais fait ce que comme je peux. d'hab, et ouais, quand tu arrives au niveau du picking, bah, du coup, j'adapte avec une petite transition, un truc comme ça, et Bah, on démarre. c'est pas que j'ai pas de périodisation, tu vois, c'est que moi, mes blocs, c'est quasi les mêmes toute l'année, en fait. C'est la même chose, il y a très peu Ouais, d'adaptation. tu pars d'une base que tu régules en fonction des Voilà. Et besoins. si à un moment, je vois que mon athlète, tu vois, je te dis une connerie, genre, il se mange des fois 7 sur ses secondaires, des fois 5 ou des fois 3 sur ses primaires, et qu'il progresse bien comme ça pendant 8 mois et qu'il prend 25 kilos sur son total, bah, je vais Bah arriver ouais. mon picking. Il n'est pas parce qu'il y a des 7 reps que je vais passer sur des 4 reps, tu vois. Je vais garder ces 7 reps très lourds sur son picking et juste envoyer un taper à la fin et terminer, tu vois. Juste, je vais Du peut-être coup, up le volume très légèrement ou l'intensité très légèrement. Parce que pour moi, un picking, c'est pas tu changes tout, ultra spécificité, tu rajoutes un volume de zinzin. Non, ton athlète, généralement, le but, c'est de l'amener à ce juste milieu entre je progresse, comment dire, je me blesse et je me blesse pas, tu vois. C'est le juste milieu entre les deux, parce que si tu le fais, enfin, pas vraiment comme ça que ça marche, mais entre je suis trop bas pour progresser, ou je suis trop haut et je vais me blesser, tu es entre ce juste milieu, cette zone orange, en fait, où tu es parfaitement bien au niveau de ton volume, ton intensité, et tu es à la limite de j'ai trop et à la limite de j'ai pas assez pour progresser, tu vois. C'est ça ok, qu'il bah faut du chercher. coup, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui différencie pour toi un picking d'un autre bloc? Rien.
Rien, hormis que le but à l'année, ton athlète, le but c'est pas de lui faire subir une fatigue de zinzin. Il faut lui faire faut le faire progresser et que il n'y ait pas trop de fatigue parce que sinon en fait il pourra pas enchaîner les blocs déjà. Premièrement, tu vas devoir faire des loads trop souvent. C'est juste en fait de garder un bloc similaire et le picking. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est est-ce que tu vas demander à ton athlète, d'accord, comment tu te sens actuellement? On est à un mois de la comp. Comment tu te sens? Il me dit ok, je suis bien, franchement je me sens frais, etc. Ou ok, donc là s'il me dit ça, je vais dire ok, je pense je vais peut-être rajouter 1 à 2 séries selon comment la prog est déjà agencée sur le squat ou sur le bench ou des choses comme ça pour augmenter un petit peu le niveau de fatigue sans changer drastiquement en fait comment ça va se passer. Ou ça dépend si l'athlète réagit plutôt bien à une grosse intensité. Je vais augmenter peut-être de 5% en général sur la prog. À l'inverse, si l'athlète il me dit honnêtement je suis vachement fatigué en ce moment, j'aurais tendance à lui dire ok, peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire une semaine d'intro où je vais décharger un petit peu et où je vais renvoyer de la même façon que l'autre, ou alors tout simplement je vais garder la même chose et je vais taper. Ça dépend. En vrai, ça dépend trop de l'athlète, tu vois. Ok, donc cet aspect, comment dire, un peu idée reçue du picking qui doit être ultra spécifique, ultra différent. Limite, il y a certains coachs qui ont des plans de picking en fait. Ils changent totalement leur C'est ce planif. que j'avais tendance à faire moi au début, il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, mais justement, je trouve que c'est très. C'est un peu la norme, c'est un peu ce qu'on t'apprend, tu vois, mais au final, Ouais. c'est pour ça qu'il faut prendre des coachs avec un petit peu plus d'expérience. Bon, après, on dit ça, mais le problème, c'est qu'un coach, il se forme en coachant des athlètes, tu vois. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est que tu ne pourras pas devenir bon coach tant que tu ne coaches pas, en fait. En fait, si tu lis les blogs les livres pardon de prépa physique, c'est ça qu'on t'apprend, c'est en fait planifier sans aucune cohérence, enfin aucune cohérence en tout cas entre blocs. En fait, chaque bloc aura un rôle spécifique et c'est de la périodisation pure en fait. C'est un bloc volume, un bloc intensité, un bloc puissance, un bloc et ça Monbier, quoi. Malheureusement, ça fonctionne pas quand tu es ultra spécifique dans ta pratique. Ça peut fonctionner peut-être sur d'autres sports un peu moins spé, genre du foot ou des blocs où en fait t'es pas là à répéter un mouvement de façon identique à chaque séance. À mon sens, de la prépa physique sur un autre sport, la prépa physique, si c'est de la muscu pure, en fait, ça dépend de la vision déjà du préparateur. T'en as qui vont avoir une vision très spécifique ou alors ils vont faire des exercices qui sont un peu farfelus juste pour se rapprocher beaucoup aussi de ce à quoi ressemble le sport en lui-même, tu vois. La course lestée par exemple ou par exemple pour les entraînements de javelot, du lancer de javelot lesté, des choses comme ça, tu vois. Et t'en as d'autres où c'est juste purement en fait je vais essayer de me muscler sur les muscles qui sont recrutés lors de mon lancer de javelot par exemple, l'épaule, le triceps, les quads, enfin l'ensemble. Et il y en a d'autres qui vont adopter une approche beaucoup plus simple, c'est je fais du lancer de javelot, je m'entraîne en faisant du lancer de javelot. Voilà, exactement. Et justement, c'est ce qui est en train de... À mon sens, parce que tant que ton athlète il devient bon, il se blesse pas, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. C'est comme en FA, tu as Emerging Strategies, tu as le RPE, le pourcentage, plus de volume, plus d'intensité, plus de je ne sais quoi. Toutes les méthodes sont bonnes, ça dépend de l'athlète. Ça dépend aussi de... ça peut juste être un mauvais coach, un mauvais préparateur physique et il utilise cette méthode. Peut-être que tu n'as pas répondu juste parce qu'il a mal fait aussi la méthode en elle-même. Tu vois, c'est comme un coach, voilà, enfin, je sais pas si je suis compréhensible dans ce que je dis. Moi, je comprends en tout cas. Ok. Mais ok. Écoute, pour le picking, moi je te rejoins. Du coup, c'est exactement la même chose pour moi. En fait, la chose qui va différencier un bloc d'un autre, ça va surtout être les formats au niveau des jours primaires. Moi, le picking, c'est le bloc où on envoie du gros single. Donc, il y a cette fatigue qui est induite par ce gros single qui va jouer du coup dans mon objectif de picking. Et j'aurais pas forcément besoin de drastiquement modifier l'intensité, le volume sur les autres formats. Quand tu parles de format, c'est principalement les top 7, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu auras tendance juste à passer sur des singles beaucoup plus lourdes et pas forcément changer, de pas du tout toucher le volume d'entraînement, tu vois. Par exemple, le bloc d'avant picking, il est en bloc de volume et son top 7, c'était un AMRAP assez intense. Donc voilà, sur un rep range entre 2 et 4 reps. Et j'arrive sur mon picking, je passe sur un top 7 single en débutant assez haut au niveau de l'intensité. Donc par exemple, si c'est un bloc de 4 semaines, je le fais débuter sur un bon single RPE 7, finir sur un single RPE 9, tu vois, basique.
Donc cette fatigue qui va être induite déjà par le single va jouer sur le picking. Ouais, Maintenant, au niveau des jours secondaires, peut-être que sur mon bloc volume, j'étais descendu. Et tes back-off, ils sont drive pour le top 7 ou ils sont ouais, charge imposée? Okay, j'enlève un pourcentage. Ouais, c'est pour ça aussi que l'intensité augmente. C'est pas parce que si tu avais une charge imposée qui reste la même par rapport au bloc précédent, ça change pas grand-chose. Ouais. C'est ça. Du coup, j'enlève le même pourcentage, mais du coup, forcément, le pourcentage, la charge voilà, est plus élevée. Et sur les jours secondaires, ce que j'aime bien faire, c'est juste débuter, pareil, l'intensité d'un petit peu plus haut. Pour jouer justement sur cet état de fatigue, sans pour autant faire l'erreur que je vois souvent sur les pickings, c'est de tuer l'athlète. Il y a beaucoup de coachs qui se disent ok, je peux tuer l'athlète, de toute façon le taper il sauve tout. Non, le tape, c'est pas comme ça que ça marche. Un picking, c'est pas tu termines la dernière semaine, t'es en 25 séries par jour. Non, mais c'est ça, mais t'es pas censé être mort à la fin de ton picking. T'es censé être fatigué, parce que c'est la fatigue qui permet le résultat, quelque part. Et t'es pas non plus censé être ultra reposé après ton taper. Hein. Si t'es en mode full forme après ton taper, c'est peut-être aussi que t'es désentraîné. Il y a plein de choses qui jouent comme ça. Donc moi, j'aime bien rester sur la base et juste modifier 2-3 paramètres au niveau de l'intensité, du coup, qui vont du coup amener cet état. Toi, tu joues plus sur l'intensité à ce niveau-là, quoi. Ouais, franchement, c'est intensité et je change pas les autres variables parce que justement, changer les autres variables, c'est prendre le risque de faire quelque chose que je ne contrôle pas en fait. Okay. Parce que typiquement, ouais, j'ai déjà vu c'est pareil pour le taper. Tu vas m'expliquer un peu toi comment tu tapes, mais moi, je me suis fait coacher pendant 2 mois par un gars. Voilà, c'est le seul coach que j'ai eu dans ma vie. Et lui, par exemple, son format de taper, c'était pas du tout cohérent avec la dernière semaine de picking. En fait, c'était vraiment un plan prédéfini. Où par exemple, en semaine 1, on fait des barres d'ouverture, je crois. C'était un truc comme ça. Bref, un truc qui du coup avait vraiment sa propre méthode. Moi, pareil. Hein, au niveau du taper, c'est simple. Je reprends du coup les mêmes semaines, j'adapte au niveau des accessoires, j'adapte au niveau de l'intensité, peut-être un petit peu au niveau du volume. Ça dépend aussi de la forme de l'athlète après sa semaine 4. Si en semaine 4, il sent qu'il en a encore sous le pied et qu'il n'est pas, voilà, ultra fatigué, je vais pas faire un taper de fou. Tandis que si vraiment il est KO et qu'il faut sauver les pots cassés, je vais adapter. Mais il faut garder cette logique entre chaque semaine pour que en fait ça soit cohérent et que tu n'arrives pas le jour J en disant j'espère que ça va marcher et t'es pas sûr de ton coup parce que tu as tenté quelque chose de trop hasardeux, quoi, de pas assez cohérent. C'est ça. Moi, ce que j'aurais tendance à faire pour le taper, c'est assez simple. Sur le bench, je bouge pas du tout le volume d'entraînement, je baisse juste un tout petit peu l'intensité parce que le bench c'est un mouvement qui se désentraîne très vite. Surtout que moi j'ai pas, ça dépend en vrai parce que t'as des coachs qui ont tendance à vraiment énormément jouer sur le volume d'entraînement et monter sur des volumes d'entraînement de zinzin, ce qui est compréhensible à ce moment-là de baisser le volume d'entraînement parce que la plupart de leur volume est sub max dans tous les cas. Ouais, et à ce moment-là, baisser de 4-5 séries, ça va pas. Quand t'en as 27, tu vas pas te désentraîner comme ça. Par contre, moi j'aurais tendance à rester entre 15 et 20 séries, tu vois, au niveau du bench, donc avec une intensité pas très élevée, mais quand même pas trop basse non plus. Et à ce moment-là, je vais, en fait, sur ma semaine de taper, repasser sur les charges que j'avais en semaine 2, par exemple, et les utiliser là-dessus. Et après, adapter en fonction du jour de la compétition, forcément, parce que c'est pas du tout la même chose. S'il a tendance à avoir son jour primaire sur le mercredi ou le jeudi, par exemple, et que la compétition, c'est le samedi, je dois revoir un petit peu l'intensité pour pas qu'il soit désentraîné en arrivant sur le samedi ou le dimanche. Parce que c'est les seuls moments, on va dire, où vraiment il va y avoir une différence par rapport aux semaines précédentes, en tout cas, là-dessus. Même si tu as aussi la solution de mettre ton jour de primaire sur le reste du picking sur l'autre jour, mais le problème c'est que ça peut changer énormément en fait comment il va progresser sur ce bloc-là. Sur le squat, j'aurais tendance à couper le volume d'entraînement de 30% généralement. Ouais. Et pareil, passer sur des charges RPE 7-8, garder une intensité quand même relativement moyenne, c'est-à-dire pareil, pour passer sur les charges que j'avais en semaine 2. Et le terre, généralement, si c'est du tradi, j'aurais tendance à juste garder une single. RPE 5, 6, l'athlète, de toute façon, il est censé être bousillé dessus. Généralement, il va arriver sur son taper, il va faire son single à 220 alors qu'il a max à 300. Il va dire, putain, attends, il y a RPE 10 sur la. Il y a la terre sur la barre, tu vois. Et généralement, quand il se sent comme ça sur sa single, il me sort un terre de zinzin sur la comp. Pour les athlètes qui font du sumo, par exemple, par contre, j'aurais tendance à garder un petit peu plus de volume d'entraînement, contrairement au tradi, parce que c'est un mouvement qui demande plus de technique. Et donc, généralement, garder le même nombre de séries que j'avais sur la semaine d'avant, en tout cas sur le jour secondaire, parce que généralement, le jour primaire, du coup, il saute. Et baisser le nombre de répétitions
entre 1 à 3 répétitions. Ça dépend ce qu'il avait de base. Par exemple, un athlète il avait un 3 ou 4 séries de 6 sur son secondaire. Je vais passer, je donne l'exemple de Violette, que j'étais en comp hier. Elle avait 4 séries de 6, je crois, à 145 au terre sur son picking en dernière semaine. J'ai drop la charge un tout petit peu sur ce qu'elle avait en semaine 3, donc à 140, pour garder quand même une assez grosse charge, parce que sur son picking d'avant, on avait testé justement sur le taper de garder juste une single relativement légère. Ça n'a pas fait le taf parce qu'elle s'était un petit peu désentraînée. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai gardé le même nombre de séries pour qu'elle puisse quand même pratiquer, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a vraiment besoin de se focus sur la neutralité au niveau de son bassin et au niveau de son dos, et vraiment lente au démarrage. Et juste, j'ai baissé le nombre de répétitions en gardant une charge relativement élevée. Donc, j'ai laissé, je crois, 140. Donc, elle a fini avec un 3x2. Donc, ça lui permet de garder une grosse charge avec une intensité moindre et à la fois d'avoir quand même de la pratique là-dessus. Ok. Je sais pas si ça fait sens, si vous comprenez. Ok, ça marche. Je suis d'accord avec toi du coup sur le bench et le squat. Je fais à peu près la même chose, notamment au niveau du bench en laissant l'intensité assez haute et au squat en réduisant, mais pas trop drastiquement. C'est plus au niveau du terre où je vais être du coup, je vais m'arranger pour que le jour secondaire, ça soit l'unique terre du taper. Ah, moi aussi, moi aussi. Ouais, ok. Donc ça va être ça. Et justement au niveau du terre, alors pas pour tout le monde, ça va vraiment dépendre en fait des tests que j'ai déjà fait au niveau des pickings. Mais généralement, j'ai tendance à descendre drastiquement l'intensité au terre en gardant le même volume, mais vraiment descendre l'intensité. J'ai l'impression que c'est un mouvement justement qui réagit très bien à un léger désentraînement. Ça m'est même arrivé. C'est moins, on va dire que le terre, tu peux très bien t'arrêter 2 semaines, revenir et rien n'a changé, tu vois. C'est ça. À part au sumo, mais moi, ça m'est déjà arrivé de couper le terre totalement jusqu'à la compétition pendant le taper quand c'était un trady boy ou je sais pas quoi. Par contre, sur le sumo, c'est vrai que j'aime bien garder le mouvement parce que même au niveau de la mobilité, tu te désentraînes très vite. Ton ouverture de hanche, quand tu arrêtes le terre, tu le sens directement que ça grince, quoi. Donc, c'est le seul mouvement que je verrais drastiquement cut. Après, le reste, généralement, ça reste assez haut quand même, ouais, sur du RPE7 pour le squat et RPE8 pour le bench. Après, il faudrait aussi, je pense, donner une définition de ce qu'est le taper. Le taper, c'est pas un deload. Le but, c'est pas d'être frais. Le taper, c'est la limite entre je suis trop frais et du coup, je suis nul, et je suis trop fatigué, je suis très fort, mais je suis trop fatigué pour vraiment performer. Donc, le but, c'est de tomber entre les deux et d'être relativement frais et fatigué pour être performant, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est récupérer suffisamment pour être performant et pas récupérer totalement. C'est pour ça qu'on appelle ça, là, du coup, c'est une phase d'affûtage. C'est en fait c'est dans le mot en fait qu'il faut comprendre ça. Et généralement, du coup, on me demande en fait, le taper, c'est un deload. Oui et non. Non, parce que le deload, justement, ça va être là. Il y a quelque part un but, une recherche de désentraînement à travers le deload. Je sais pas si tu me comprends, mais j'aurais tendance même sur un deload, bon, forcément à récup, tu vois, mais j'aurais tendance juste à principalement récup en fait, je vais pas avoir un deload très agressif, tu vois. Juste que comme les 2 premières semaines de mon bloc, elles sont généralement sur une intensité qui est plus basse que les 3-4 semaines 3 et 4, par exemple sur un bloc de 4 semaines. Mon athlète, et en fait, il va se sentir un petit peu beat up sur la première. La deuxième, il va se sentir encore un petit peu beat up, il va récupérer. Et puis la 3-4e semaine, il va se sentir bien. Le problème, c'est que si t'as des coachs qui ont tendance à vraiment faire des deloads de zinzin sur la première semaine. J'en parlais dans le dernier podcast. Le problème que j'ai avec ça, c'est que tu te retrouves à avoir l'athlète qui est totalement désentraîné, qui va mettre 2 semaines à se remettre. Au final, il va être fort que sur la semaine 4. Et en fait, les 3 semaines d'avant, elles vont servir à rien. Et t'as perdu 3 semaines, tu vois. Ouais, j'en parlais dans le dernier podcast. Moi, du coup, ma vision du deload a énormément changé et aujourd'hui, mon deload, c'est plus des semaines d'intro en fait. C'est cette semaine où tu vas pas changer drastiquement tes habitudes, ça va être la même chose, ça va être juste l'intensité qui va être plus basse. Et ok, sur cette semaine, c'est normal d'être fatigué ou d'avoir l'impression d'être nul à l'entraînement, mais ça fait partie aussi de cette phase de décompensation en fait que tu as après une grosse augmentation de l'intensité. Donc on est d'accord sur cette définition. Maintenant, encore une fois, le taper, c'est une science qui est un peu inexacte. Plus ça va, moins en fait je tente des choses extravagantes en termes de taper perso. Et puis c'est ce que tu fais aussi visiblement. Donc voilà, si vous êtes jeune coach, je ne sais quoi, n'essayez pas de faire n'essayez pas de faire des choses trop différentes. Restez toujours sur une ligne directrice et adaptez quelques variables en fait. Le problème en fait, c'est que si tu changes tout, c'est comme pour un bloc classique, c'est que
bah, tu as 90% de chances pour que ton C'est la athlète. loterie. Voilà, t'as pas de données. C'est comment tu veux faire quelque chose de correct, tu vois. Alors que si tu restes sur la même chose, t'as un cahier entier de données, bah, tu barres deux, trois trucs, hop, t'envoies, et ton athlète, il y a 95% de chances pour que ça se passe bien, tu vois. Hmm. C'est Contrairement. intéressant, hein. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé le coaching, justement, je me disais, ouais, bon, je comprends l'idée un peu de garder une ligne directrice, etc. Mais les coachs qui changent rarement leur planif, c'est un peu des glandeurs, etc. Et en fait, non, l'expérience te montre que justement, Pour c'est moi, le quand coach, il tu... est pas là pour te faire un programme, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça, c'est ça. Genre, coach, nous, il est on là est pour te là. faire progresser, pas pour te faire Ouais, un programme. c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, quand moi, on me demande, ouais, Max, pourquoi je fais tout le temps la même chose, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais parce que ça te fait progresser, c'est parce que j'ai envie de te faire progresser. Ouais. Et je pourrais faire, hein, je pense qu'avec Nathan, on serait très fort aussi pour faire des blocs ultra farfelus avec toutes les variations. Zinzin, Parce ouais. on en Mais, connaît des variations, hein, on et en tu connaît des vois, formats. et tu vois, ça, c'est une impression que j'ai. J'ai l'impression que des fois, les athlètes, ils pensent qu'on est là pour leur mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Ouais, je te jure. Ils sont là en mode, je suis en mode, mais tu progresses, pourquoi tu veux changer, tu vois? Genre, C'est ça. est-ce que dans ta tête, tu vois, tu penses que j'ai envie de te faire régresser? Genre, quand tu leur dis, Oh, OK, on va. promesse regrette. Viens chez moi et tu seras nul. Non, mais tu vois, des fois, genre, je dis à l'athlète, OK, là, il vaut mieux redescendre un petit peu. Tu vois, genre, ça fait 6 blocs, l'athlète, il progresse super bien. Hop, hop, hop. Et là, je vois qu'il commence à accumuler beaucoup de fatigue. Je vais lui dire, OK, on va redescendre sur un pourcentage peut-être 5-10%, 5 à 10% plus bas. Et après, on va remonter un petit peu plus drastiquement pour revenir relativement sur le même pourcentage. Mais tu auras bien récupéré, donc tu vas pouvoir recontinuer à progresser, tu vois. Et l'athlète, tu lui dis ça, il dit, mais pourquoi j'arrête? Pourquoi j'arrête, je vais arrêter de progresser et tout? Je vais plus jamais. Ok. Mais est-ce que tu penses que je te dis ça parce que j'ai envie de te voir régresser? Je te dis non, si je vais avoir un bloc où tu vas être bousillé parce que on t'arrête pas de progresser depuis longtemps, je dis à un moment, si là on continue comme ça, tu commences à avoir deux, trois petites tensions qui arrivent, C'est on voit que fini. tu commences à être RPE 9 sur chaque 9-10 sur chaque série. Je dis là, on a exploité ce qu'on avait exploité, mais là, il faut redescendre un petit peu, faire pas une petite pause, mais redescendre sur on garde la même structure d'entraînement, hein, attention. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on réduit un petit peu l'intensité et à la rigueur, on enlève, on cut une série Un volume, ouais. de volume d'entraînement et après on remonte sur ce qu'on était. Et bizarrement, l'athlète, on va retourner au même niveau, sauf que comme il aura récupéré, il va pouvoir encaisser, il va reprogresser pendant un petit moment. Mais en fait, il faut juste se dire, bon, tu as des coachs, ils sont juste nuls. Et oui, tu vas régresser. Tu vois. Oui. Non, mais c'est une petite portion de ce qu'il y a, tu vois. Non, mais on n'est pas là pour tailler les gens non plus, tu vois. Mais ton coach, il est là pour te faire progresser. Donc, s'il te dit un truc, il te dit, j'ai eu cette idée-là, on va faire ça, ou on va juste changer ça. Il te dit pas ça en mode, tiens, on Ouais, va tester un truc nouveau. Non, c'est juste, c'est ok, ça. bah, lui-même teste en fait. Lui-même, on n'est pas la science infuse, tu vois. On est là pour essayer de tester des choses pour trouver qu'est-ce qui va vous faire progresser. Donc oui, des fois, vous allez avoir des petites périodes de stagnation pendant 2, 3 mois peut-être. Mais le but, c'est que derrière, sur le long terme, bah, on trouve ce qui vous fait progresser, on garde le schéma qu'on a utilisé et on le répète, hop, 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 jusqu'à ce que bah, vous désentraîniez du format et qu'on doit modifier un petit peu et partir sur quelque chose de très peu différent, mais qui, pareil, vous relance une progression. Quoi. D'où l'intérêt de faire ces retours, parce que du coup, on va dire que quelque part, vous payez surtout pour le retour et non pas uniquement pour la programmation, bah, qui va du coup être une trame, en fait, plus Ouais, et puis que... pour moi, tu payes même pas pour le retour. Enfin, tu payes, c'est pas le prix complet. Pour moi, tu payes pour Oui, c'est pour et l'entièreté du le service, mais... retour et tu payes aussi pour l'expérience de ton coach. Oui, non, Pour mais le exactement. coach qui est. Parce que toi, tu as l'impression qu'on te fait un retour, on passe 10 minutes dessus. Mais en fait, des fois, avant de te faire le retour, on réfléchit. Quand tu payes aussi pour. Peut-être que sur un bloc, ça va bien se passer. On va faire, c'est pas assez peu travailler, mais je veux dire, moins avoir besoin de s'investir énormément sur un athlète. Peut-être que 6 mois plus tard, l'athlète, il va avoir stagnation et on va peut-être passer 3-4 heures par semaine à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, ça, est-ce qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu as aussi plein d'autres choses qui rentrent dans ça. Mais surtout, ce que tu payes, c'est les connaissances de ton coach. C'est pas forcément le programme qui va te fournir, tu vois.
Exactement. C'est en fait tout ce que toi tu n'as pas pris le temps de faire ou alors que tu n'as pas eu envie de faire, bah tu prends le raccourci le plus logique et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un coach pour ne pas avoir en fait à te prendre la tête et tu auras juste à te laisser te faire drive par ton coach parce que justement lui il a fait et il a appris ce que tu n'as pas encore appris tout simplement. Donc, Exactement. Même moi, donc je me voilà. fais coacher par mon associé Ouais, il Nathan me dit ça la Hans, dernière fois. mais je pourrais très bien le faire moi-même. Mais le problème, voilà, c'est que bah, je manque d'objectivité avec moi-même. Et puis, je suis un flemmard. Quand tu arrives, tu as déjà fait 10 prog et que J'ai tu la veux mienne à encore en faire faire là. une pour toi, honnêtement, ça casse les couilles, tu vois. Et j'ai pas envie de le faire. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, t'es pas assez objectif et que j'ai tendance, en fait, à trop réfléchir et enfin voilà quoi. Donc prendre un coach, ça reste super intéressant. Tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, bon, bah, on a fait un peu le tour. Ouais. Alors, je regarde si j'ai un autre. Ouais. Alors, comment tu prog le volume, l'intensité, la fréquence dans le programme c'est pour un peu enchaîner, mais d'un débutant ou d'un nouvel athlète? Du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu testes en premier? Comment tu introduis J'aurais tendance à rester sur une intensité assez basse déjà pour faire les adaptations techniques qu'il y a à faire. Rester sur une spécificité classique. Le but c'est pas de mettre des trucs farfelus. S'il faut rester sur du comp, je préfère rester sur du comp. Et en termes de volume d'entraînement, bah, je vais partir de la base qu'il a. Généralement, je vais réduire un petit peu de 1 à 2 séries pour redémarrer correctement. Encore une fois, ça dépend de où on en est. Si on parle vraiment d'un débutant qui a jamais fait de powerlifting, bah, je vais commencer. S'il a 0 série de deadlift, 0 série de squat, 0 série de bench de base, bah, je vais intégrer peut-être 6 séries de bench dans la semaine, peut-être 3-4 séries de squat, 3-4 séries de terre, jusqu'il ait de la pratique. Si ça se passe bien le premier bloc, le bloc d'après, je vais peut-être intégrer une série de terre en plus, une série de squat en plus et peut-être 2-3 séries de bench en plus, parce que le bench, on peut monter plus progressivement, etc. Jusqu'à ce que peut-être que mon athlète il va progresser avec 4 séries, tu vois, et à ce moment-là, j'aurais pas besoin de bouger. Enfin, le truc, c'est vraiment de faire les choses progressivement. Pour moi, le point numéro 1 avec un débutant, c'est pas précipiter les choses. Tu vois. C'est, tu as 52 cartes dans ton paquet de cartes, Ouais, exactement. t'en poses une, peut-être que ton athlète va progresser avec ça pendant 3 mois, tu t'en rajoutes une autre, il va progresser pendant 3 mois, tu rajoutes une autre, il va progresser pendant 1 an, t'en rajoutes une autre. Tu as 52 cartes à utiliser. Si tu poses 30 cartes d'un coup, il t'en reste 22, alors que tu aurais pu les garder pour 3 ans, 4 ans de progression. Tu vois. Ça, Hmm. en fait, le truc. Je suis exactement dans la même philosophie. Et généralement, tu vois, quand je vais recevoir un nouvel athlète qui, comment dire, c'est l'athlète ultra optimisé, qui a tout d'optimisé, sa technique, sa programmation, tout. Et en fait, bah déjà, il y a une stagnation, je ne sais quoi. J'aurais tendance à le refaire revenir un peu en arrière, recréer un deck, en fait, Exact. pour avoir de nouvelles cartes. Et en fait, repartir sur cette philosophie qui va être de je mets une carte en jeu, je regarde ce que ça donne, tu progresses, et comme tu l'as dit, enchaîner. Et en fait, c'est là. En fait, si je devais donner un conseil au coach, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de faire le strict minimum. Tant que ça fonctionne, vous avez du coup en votre pouvoir énormément d'autres options si un jour ça flanche. Et puis le Tandis problème, que c'est que si. je trouve qu'il y en a trop qui ont tendance à penser que pour relancer une progression, il faut faire des changements drastiques. Comme je Ouais. disais, une série où 2%, ça fait une diff de zinzin, tu vois. C'est affolant, tu vois. Et même pas ça. Des fois, il faut juste attendre un petit peu. Ouais, c'est Des ça. fois, faut aussi visualiser votre athlète, ce n'est pas un robot. Un robot, effectivement, s'il y a une stagnation à un moment, c'est qu'il y a un truc dans la programmation qui va pas. C'est un humain, donc il y a aussi des facteurs externes qui jouent énormément. Le mec, ça se trouve, il a juste pas la vie qui est assez stable en ce moment pour pouvoir performer. C'est pas parce que pendant un bloc il a été mauvais que le bloc était mauvais. Tu vois, Non. moi, ce que j'aurais tendance à faire quand c'est comme ça, quand au niveau progression pure, parce que tu vois, en général, si je mets un top 7, j'ai tendance à lui mettre entre 3 et une rep, tu vois, parce que j'ai pas envie de monter plus haut parce que tu as pas mal de choses qui viennent affluer après. C'est que d'essayer de le faire, de garder l'entièreté de la programmation similaire, sauf que le top 7, je vais faire des trucs qu'il a jamais fait, tu vois. Le top 7, c'est pas forcément le plus important, c'est juste là pour un peu se tester et driver un peu le volume d'entraînement que tu as derrière. Donc, j'aurais tendance à, ok, on n'a jamais fait de 5 reps, je vais te mettre un top 7 en 5 reps, je n'ai pas l'habitude de le faire, tu vois. Mais au moins, ça va lui changer les idées. Il voit qu'il ne progresse pas sur du 3 reps parce que bah, en ce moment, c'est un peu difficile. Bah, il va voir qu'il a, par rapport à son 5 reps qu'il a fait 6 mois plus tôt, il a pris 20 kilos dessus, il va être content Ah ouais. et ça va driver sa progression, tu vois. Ou alors, je vois que je lui mets un 3 reps sur du comp, bah, il reste à la même chose. Je lui mets un 3 reps sur du pose de squat, ça ne change pas grand-chose, c'est une variation qui est très spécifique.
il va voir qu'il progresse. Niveau adhésion, hop, super. Et bizarrement, la semaine d'après, il progresse beaucoup plus, tu vois. Ok, je fais à peu près la même chose, mais c'est plus au niveau de la charge. Je garde le même format, mais je mets des charges super simples en charge imposée. Comme ça, en fait, il reprend grave de la confiance dans le fait qu'il fait voler les barres et que c'était des barres avant qui étaient compliquées. Ouais. Mais je capte la logique. C'est intéressant. Ok, ça marche. Et du coup, donc si je récapitule un peu ta façon de fonctionner, c'est un peu la même que moi. C'est on reçoit un athlète, on lui propose un format qui nous semble cohérent avec plusieurs données qui sont par exemple un questionnaire de début de suivi, peut-être l'ancienne programmation qu'il avait, etc. Et depuis cette programmation, en fait, de bloc en bloc, on va incrémenter de nouvelles choses s'il faut en incrémenter. On va peut-être chercher à modifier certains paramètres si ces paramètres-là sont délétères pour la progression de la tête. Typiquement, par exemple, une assistance qui crée trop de douleur, on va la modifier. Un format qui, comment dire, est pas adapté à l'athlète. Bon, après, comment dire, on peut en débattre, mais par exemple, un athlète qui n'assume pas du tout les séries au-dessus de 5 répétitions, bon, ça peut être par moment un flemmard qui a pas envie de s'exposer à des choses trop compliquées, mais en fait, on peut avoir deux réflexions différentes sur la chose. C'est que, je te donne un exemple du bench. L'athlète, au-dessus de 5 répétitions, il congestionne trop vite et il se fait bousiller un peu la gueule, tu vois. Et donc, il perd 20 kilos de performance là-dessus. Est-ce qu'on peut partir du principe que, OK, ben, on va rester sur des reps plus basses et ça lui permettra de charger relativement lourd et pas forcément d'avoir une intensité très élevée. On peut aussi partir du principe que c'est un format qui tolère pas trop. Donc, potentiellement, si je progresse sur ce format, ça va faire progresser aussi sur les autres formats et sur son single. Le problème, c'est aussi fort que ton maillon le plus faible. Exactement. Et les deux sont des bonnes solutions, en fait. Donc après, c'est juste choisir une des solutions, progresser là-dessus. Et tu peux très bien partir sur la tête, tu mets du 7-8 reps sur son bench. Au début, il se casse un peu la gueule. Et si tu lui dis, OK, on va tester, de le garder quand même si tu casses un peu la gueule. Peut-être qu'au bout de 3-4 semaines, il aura pris 10 kilos sur son format. Peut-être qu'au bout de 3-4 semaines, il aura été à chier au final, comme il le pensait. Et à ce moment-là, on part sur la deuxième solution, on change et puis on avance. Et c'est ce que disait Nathan tout à l'heure, on n'a pas la science infuse. On teste des choses et en fait, c'est expérimentation contre observation. C'est ça le coaching. Hein. On teste des choses et on en tire des conclusions. Donc, des fois, on a de la chance. Des fois, on a un nouvel athlète et en fait, c'est ultra smooth pendant 3, 4, 5, 6 blocs. Il progresse de malade. Des fois, on a des nouveaux athlètes et au contraire, ça va être très compliqué au départ. Moi, je les athlètes vraiment où la plupart, on va dire 90% au départ, ils vont progresser comme prévu. Et t'en as, je sais pas pourquoi, c'est des électrons libres. Tu vas faire ce que tu as l'habitude de faire, tu vas même tester des choses différentes. Et des fois, l'athlète, il va progresser, mais très lentement par rapport. Il va quand même progresser, tu vois, là n'est pas le problème. Mais t'en as, ils vont prendre, je t'en dis une connerie, 40 kilos sur 6 mois. Peut-être que lui va prendre 10 kilos sur 6 mois. Et le but, c'est qu'on trouve qu'est-ce qui marche. Et le problème, c'est que trouver qu'est-ce qui marche, ça prend du temps. Et ça, des fois, ça prend beaucoup de temps. Je sais plus ce que je voulais dire. Et justement, quand le coaching aussi, c'est tester, mais avant tout tester, parce que ça peut paraître bête. Vous pensez que peut-être que, comme on a dit, on a la science infuse et qu'on va trouver directement le truc. Non. En fait, ce que vous allez payer dans le coaching, c'est que vous, si vous testez des choses, vous allez avoir 10 idées en tête, sauf que nous, on aura aussi ces 10 idées en tête, mais on va savoir directement, on va réussir à enlever 7 ou 8 idées où on sait que ça va pas marcher, en fait. Vous allez payer pour le temps qu'on a, où nous, on a fait des erreurs et que vous n'allez pas avoir besoin de les refaire, concrètement. Exactement, c'est un gain de temps. Voilà. Et écoute, c'est un bon mot de la fin, je trouve, mon cher Nathan. Du coup, c'était vraiment un plaisir de partager ce podcast avec toi. On voit vraiment le background. On sent que tu as de l'expérience. Ça fait plaisir de discuter de ça avec toi. Bon, je suis pas un OG non plus, hein, mais. Si, t'es un OG. Attends, est-ce que tu mets des singlets? Non, tu mets pas les singlets Titan, toi. Non, mais j'ai moi, j'ai eu la ceinture SBD qui coûtait 180 balles. Voilà. Ah là là. J'ai eu les genouillères SBD à l'époque qui tenaient plus de 2 ans et qui étaient Il a connu les compétitions où il y avait 6 mois pour remplir les listes. les premiers pas, là. Les premiers pas, les Français 2. Ok. Et ouais. Écoute, je te laisse tout faire un petit mot de la fin, encore une fois, en encourageant les gens à venir te contacter s'ils ont besoin. Fais ta petite pub. Max, merci de m'avoir reçu sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin que je réponde à quelques questions par rapport à ce dont on a discuté, n'hésitez pas à venir me contacter. C'est KST-Nathan sur Instagram ou directement Kiritsu Strengths. Et en bio. En bio, voilà.
Et même si jamais vous êtes intéressé par un coaching potentiellement, n'hésitez pas à nous contacter en DM, que ce soit moi ou l'autre Nathan que vous avez vu dans le premier podcast, ou directement sur Creative Strength, pardon, ou sur notre site internet directement. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast. On pense à s'abonner, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aussi envie de débattre de certaines choses qui ont été évoquées lors du podcast. Et en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre assiduité. Il y a des bonnes stats pour ce début de podcast et j'espère que ce n'est que le début. Voilà. Au revoir tout le monde et passez une bonne journée. Tous.